Les héros sont de retour après le quadruplé historique lors du relais mercredi. Ils sont ensemble cette fois pour le relais homme à Östersund. Emilien Jacquelin, Quentin Fillon-Maillet, Simon Détieux et Martin Fourcade, dernier relayeur français. Le départ est imminent. Alban, la France favorite. Qui craignez-vous le plus face à nos Français? Sans hésitation, les Norvégiens. Je me méfierais des Russes sur un format de relais assez court avec des excellents tireurs. Et puis il va falloir être vigilant sur la course et partir fort. Partir fort avec Emilien Jacquelin, Anne-Sophie, Alexis Tanguy. C'est à vous pour ce relais qu'on espère magique. Aller chercher une première victoire depuis 2 ans. 2 ans, 9 mois et 1 jour, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est où très précisément les Bleus n'ont pas remporté de relais masculin depuis le 5 mars 2017 et après le quadruplé de mercredi. Ils doivent confirmer qu'ils sont la meilleure équipe du monde. Les 4 sont là, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon-Maillet, Simon Détieux et Martin Fourcade. Mais effectivement, il y a les Norvégiens et il y a beaucoup d'équipes qui peuvent, pourquoi pas, créer la surprise aujourd'hui, Alexis. Effectivement, on va quand même faire attention, hein. Il y a beaucoup d'équipes qu'on n'a pas vues en individuel qui pourraient se révéler sur un relais. Et qu'il est beau ce départ de la dernière course masculine de cette première étape ici à Östersund. Les garçons s'envoleront lundi en attendant le relais féminin qui aura lieu demain, direction Orfilsen la semaine prochaine. Mais en attendant, il y a ce relais donc à gagner. Il y aura un peu plus de relais que d'habitude cette saison, Alexis, 6 au total, alors qu'il y en avait eu 5 la saison dernière. Ça veut donc dire qu'il y a 4 relais avant les mondiaux. On pourrait imaginer que certaines équipes auraient envie d'essayer quelques combinaisons. Eh bien non, on voit que la plupart d'entre elles veulent tout de suite gagner et faire une performance dès aujourd'hui. Bah oui, on veut essayer de trouver une équipe compétitive justement pour ces chevaliers du monde. Alors, il y aura certainement des impasses pour certains à certains moments. Il y aura des tests qui seront faits dans certaines équipes. Mais ce relais, il est sur une semaine où il n'y a déjà pas beaucoup de courses. Donc les athlètes ont envie de courir, personne n'a envie de se reposer pour l'instant. C'est un format qui est assez court, qui est dynamique. Donc on a envie d'y participer. Pour les Français, de toute façon, la semaine, quoi qu'il arrive, elle est réussie. C'était vraiment magnifique ce qu'ils ont réussi à Östersund cette année. Donc là, c'est essayer de finir en beauté, une victoire qu'ils peuvent aller chercher. Mais pour moi, ils sont vraiment sur le même pied d'égalité actuellement que les Norvégiens. C'est très difficile de les départager sur le papier en tout cas. Et puis on va se méfier de l'Allemagne, de la Suède, de beaucoup d'équipes qui peuvent vraiment rebattre les cartes. Les Russes également qui sont pour l'instant bien placés dans ce premier tour. Et pourquoi pas également les Autrichiens qui s'élancent avec Felix Leitner qui a créé la sensation avec le 10e temps de ski sur l'individuel. Les Autrichiens qui peuvent pourquoi pas faire sensation. Felix Leitner 22 ans, Emilien Jacquelin 24 ans, Johannes Dahl 22 ans. Il y a de la jeunesse dans ces premiers relayeurs face à certains biathlètes d'expérience. Il y a de la jeunesse face, oui, à des athlètes qui ont de l'expérience. C'est le cas d'Eric Plesser. C'est un excellent premier relayeur pour l'Allemagne. Et on le sait, hein, quand un relais part bien, derrière, il a tendance à rester devant. Par contre, quand ça commence mal, c'est plus difficile. Derrière, on est en chasse-patate, comme on appelle ça. Il faut essayer de revenir. Donc attention, Emilien, il s'est laissé légèrement enfermer là dans les premières montées. Voilà, il se replace. C'est important. Il ne doit pas passer plus loin que la 4e place. Ils ont une grosse montée qui va arriver. Voilà, il est en train de se mettre 2e même en tête. Emilien, c'est très bien, c'est parfait. C'est ce qu'il va aller faire parce qu'à la fin de cette grosse montée, on va tourner vers la droite et on va aller en direction d'une descente qui enchaînera sur un virage vers la gauche qui va être assez rapide et assez dangereux. On le voit, la neige est déjà en train de brasser. Ça fait plaisir d'ailleurs. On voit en fin du ski après 2 courses individuelles où on voyait beaucoup de pas de tir. Là, ça fait du bien de découvrir à nouveau cette piste. Donc là, il bascule dans la descente maintenant, les premiers. Et tout de suite, ce virage vers la gauche. Très rapide, donc il faut être bien placé. Quand on est derrière, il peut y avoir un risque de chute. Et en revanche, certaines équipes, il ne faudra peut-être pas s'en méfier tout de suite. On a vu l'Italie de Luca Sofer. Alors évidemment, on ne va cesser de le répéter, c'est du biathlon. Mais Luca Sofer pour l'Italie débute et le staff italien a décidé de mettre ses meilleurs éléments avec ce premier relayeur et le dernier, Dominique Windisch, au milieu. On ne sait pas trop à quoi s'attendre avec Thomas Bormolini et Daniele Capellari qui va disputer son 2e relais seulement. Et oui, il y a eu un blessé chez les Italiens qui a dû rentrer en Italie pour se soigner, donc ils sont obligés de faire avec un remplaçant au dernier moment. Donc c'est pas normalement sur le papier une équipe compétitive, l'Italie, mais justement il faut faire attention à ces
petites équipes entre guillemets, hein. C'est des petites équipes dans le sens où sur celle de la course du jour, elle joue pas forcément quelque chose, mais on a des grands athlètes comme Rastor Gouyev par exemple. Sa nation sur ce relais ne sera pas dangereuse pour le résultat final. Par contre, Rastor Gouyev, il peut très bien terminer son relais en tête. Et donc, il vient jouer les troubles faits. On le voit là, il vient de s'accrocher avec Emilien au début de la descente. Emilien a dû un peu le pousser, j'ai l'impression, avec son bras pour bien faire sa place. Il a le droit de le faire, hein, il n'y a pas de problème. Et c'est ça qu'il faut toujours faire attention. Il faut toujours faire attention à ça dans ces premiers tours, à ces athlètes qui sont mis là pour se faire plaisir avant tout. Et c'est le cas notamment de Lucas Hofer, qui est pour l'instant deuxième. Tous ceux qu'on a cochés sont pour l'instant aux meilleures places. On ne vous a pas encore parlé de cette équipe de Suède qu'on surveille. Pourquoi pas cette équipe de Suisse également. Ils sont très nombreux, mais on va se concentrer sur notre Français et l'envie d'Emilien Jacquelin qui vient carrément se replacer en tête devant Johannes Dalle. Voilà, il prend un peu d'air, ça va pas skier très vite là dans le premier tour. Donc pas de problème, ce petit sprint de moins de 10 secondes qu'il vient de mettre va pas laisser trop de dégâts dans ses jambes. Il va aller s'installer à la cible numéro 4, Emilien. Les Français 11 dossards numéro 4, alors que par exemple les Norvégiens, eux, vont devoir aller jusqu'à la cible numéro 1. Attention, il y a eu une chute avec Rastor Gouyev, il me semble, justement. Alors j'ai pas eu le temps de vraiment voir, j'étais en train de regarder, ouais c'est bien lui. Voilà, il faut toujours faire attention à ces athlètes qui arrivent en plus, non, vous le voyez, il a un dossard très élevé, hein, il a le dossard 25, donc il aurait pu rentrer bien derrière sur le pas de tir. Il a voulu un petit peu chauffer tout le monde dans le premier tour et il peut faire de gros dégâts pour des équipes qui vont jouer la gagne en fin de course. Vous le connaissez, le principe de ces tirs en relais. Les biathlètes ont toujours ces 5 cibles à blanchir et ils disposent de 3 balles de pioche pour y parvenir. Sinon, il faudra aller sur cet anneau de pénalité. Emilien est déjà prêt à tirer. Le premier 5 sur 5 est bulgare. Et c'est bon pour Emilien Jacquelin qui va également pouvoir repartir avec Eric Lesar, avec l'Ukrainien, le Slovaque, l'Estonien et également avec Johannes Dalle qui a fait lui aussi le 5 sur 5. Un 5 sur 5 beaucoup plus lent. Alors Emilien a tiré sa première balle assez doucement. Il a été prêt en premier à tirer, mais finalement il n'a pas réussi à lâcher cette première balle. Mais tant mieux, il repart avec le sans faute, c'est ce qu'il fallait faire. Il y a moins de vent, on n'a pas eu le temps d'en parler sur ce pas de tir que sur les autres courses. Donc c'est pas mal, ça va permettre aux athlètes de mieux poser leur tir. Et celui qui est la référence des premiers relayeurs actuellement, c'est Eric Lesar, qui vient de faire parler l'expérience. Tout de suite il arrive, on l'a pas trop vu dans le premier tour, il s'était placé en tête à certains moments, mais derrière il s'est laissé reculer un peu. Par contre sur le pas de tir, tout de suite très rapide, il ressort en tête l'Allemand. Et il est capable de finir très fort dans le troisième tour, donc il faut qu'Emilien vraiment réussisse à rester au contact de Lesar. Je vous le disais, Krasimir Anev a réalisé son 5 sur 5 le premier, mais étant à la cible 15, le temps qu'il remonte, eh bien, c'est donc Eric Lesar et Emilien Jacquelin qui sont ressortis en tête, alors qu'on revoit la chute. Ouais, des athlètes qui ont le dossard 25 et le dossard 22, comme je l'expliquais, sur le premier tir, on va s'installer à la cible qui correspond à son numéro de dossard. Ce serait plus simple si tout le monde arrivait 1, 2, 3, 4, 5, au moins chacun irait directement à sa cible, mais il y a toujours des athlètes qui veulent entrer, qui ont un dossard 22 par exemple, qui veulent entrer en premier sur le pas de tir. En fait, ça leur permet de gagner du temps, parce que vu qu'ils vont directement à leur cible numéro 22, ils sont capables de tirer très vite. Les autres sont obligés de traverser tout le pas de tir, ça peut faire des fois une dizaine de secondes ou allez 5 secondes. Et cette stratégie peut être dangereuse pour les grosses nations, donc il faut toujours être bien vigilant. Heureusement Emilien était devant et tout de suite on le voit, 6 secondes de perdu avec un tir lent pour le Norvégien. Et là c'est plus la même course, il est obligé de s'employer déjà d'aller dès ce deuxième tour. Johannes Dalle qui dispute donc son premier relais, je vous le disais, et qui a un petit peu grillé la priorité à Vetle Christiansen. On aurait pu s'attendre à ce Norvégien là en première position du relais. Déjà Dalle a gagné sa place tout simplement avec les bons résultats qu'il a montrés sur l'individuel et sur le sprint surtout. Et puis j'ai eu l'impression tout à l'heure en le voyant à l'entraînement, parce qu'il était en même temps que l'entraînement des filles, les athlètes qui courent pas cette course se sont entraînés tout à l'heure. Et il avait, j'ai l'impression, mis plus de couches que d'habitude. En tout cas, il avait un espèce de foulard qui lui protégeait la gorge. Alors peut-être qu'il est un peu malade en ce moment, Christiansen également. Donc le choix a peut-être été plus facile que prévu finalement pour les coachs norvégiens. Mais Dalle a amplement sa place s'ils veulent vraiment
construire un relais compétitif, c'est avec cet athlète qu'il faut le faire. Et Emilien Jacquelin, Eric Lesser qui arrive à garder ce petit écart, cette petite respiration entre eux, le duo germano-français, et le reste de la course. Il y avait 6 secondes 2 pour Johannes Dalle à la sortie du Pas-de-Tir, 6 secondes de retard. Il y en a désormais 5,8, quasiment la même chose donc. C'est malin ce qu'il est en train de faire, Emilien. Il s'associe bien avec Eric Lesser. En fait, il le sait, le Norvégien a perdu du temps sur le premier tir, donc le Norvégien est obligé de s'employer pour essayer de revenir au contact de la France et de l'Allemagne. On le voit Dalle depuis tout à l'heure, il n'a pas arrêté. Donc Emilien en fait n'est pas à fond. Et par contre, il oblige quand même le Norvégien à fournir un effort supplémentaire qui peut faire la différence dans le troisième tour. Par contre, on le voit, Eric Lesser, très malin, reste derrière. Il le sait, à l'expérience. C'est vraiment dans le troisième tour qu'on fait la différence sur un relais. Et ça y est, c'est désormais bien revenu par l'arrière. Emilien Jacquelin est toujours en train de mener ce groupe de tête, mais qui n'est plus seulement composé d'Eric Lesser et lui. Johannes Dalle est bien là. Bon, c'est normal hein, que ça revienne, c'est toujours comme ça, on le répète souvent, quand on est derrière, quand on est le chasseur, c'est toujours plus facile que d'être l'athlète chassé. Alors, sauf si on est beaucoup plus fort, et auquel cas ça ne pourrait jamais rentrer, mais là sur un deuxième tour où les athlètes ne sont pas complètement à fond, c'est toujours plus facile pour ceux qui sont derrière de prendre des points de repère et de rentrer tout doucement sur le groupe de tête. Et vous le voyez, Emilien remet une petite couche, donc Dalle en fait a dû fournir un effort pour rentrer. Finalement, il n'a pas eu le temps de récupérer, qu'il faut déjà repartir, car Emilien réaccélère. La très bonne stratégie d'Emilien Jacquelin, décryptée par Alexis, alors que Lucas Saufer s'est également replacé, lui qui était ressorti à plus de 8 secondes du pas de tir, puisqu'il a dû se servir d'une balle de pioche, Lucas Saufer, pour blanchir ses 5 cibles. Il est désormais dans ce groupe de tête, vous le reconnaissez, avec son dossard numéro 8. Bon, Emilien va devoir être extrêmement vigilant là sur ce tir debout, ça va aller vite. On va voir un Eric Lesser qui devrait être assez rapide au niveau de la gâchette. Il y a du vent assez léger vers la droite, donc ça va être un vent qui va pas trop perturber les athlètes, mais qui est quand même là, donc il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. C'est plus le vent aussi fort que ce qu'on a pu avoir pendant les courses individuelles. Mais quand même, il faudra être bien présent pour bien tenir sa carabine. Essayer de repartir parmi les hommes de tête. Pour l'instant, le premier tir n'a pas donné beaucoup de réponses. Les meilleurs sont là, français, norvégiens, allemands, italiens et autrichiens. Peut-être un premier écrémage aura lieu après ce premier tir debout. Vous l'avez dit, pour Eric Lesser, c'est parti très vite, il va falloir lui répondre maintenant. Il réussit le plat, en plus il va ressortir en tête. Ah dommage cette dernière balle pour Emilien. Allez, le Norvégien est parti à la faute aussi. C'est le Canadien qui va pouvoir le rejoindre tout de suite. Il y a peut-être une fenêtre pour Emilien Jacquelin qui va pouvoir ressortir. En effet, pour Johannes Dalle, il y a encore 2 cibles à blanchir. Il y a du monde quand même qui est ressorti, avec notamment le Canada. Ouais, là attention, grosse erreur hein, pour la Norvège, c'est pas le moment de se louper. Emilien est reparti dans les skis de Lucas Saufer, donc ça c'est excellent. L'Italien est très rapide dans le dernier tour. Emilien va juste avoir à le suivre pour essayer de rentrer sur l'Allemand, qui lui va être tout seul devant. Et avec le Canada de Jules Burnott, il y a évidemment Felix Leitner, Lucas Saufer, le Suédois aussi. Vous avez entendu toute cette tribune se soulever ici à Östersund avec Stenersen qui s'est bien replacé après avoir fait une première pioche sur son tir couché. Ah, je vous l'avais vendu, hein, il était bien là. Eric Lesser, fidèle au rendez-vous, spécialiste de ce premier relais. Il s'est bien caché derrière Emilien tout le deuxième tour. Il a tiré à fond. On l'a entendu hein, sur sa première balle, il a été extrêmement rapide. Même si Emilien est pourtant un des athlètes qui s'installe très vite en tir debout, Lesser a été encore plus rapide. Une balle de pioche, 10 secondes de perdu pour Emilien. Franchement, c'est très bien. La copie est propre pour l'instant. Il va être dans les skis de Lucas Saufer. Ils vont reprendre un peu de temps sur la tête normalement, je pense. Même s'il faut quand même se méfier de Lesser dans ces troisièmes tours. Il est capable de réaccélérer.
Eric Lesser qui va donner le relais à Philippe Horn. Alors on n'aime pas bien cette expression de maillon faible, mais c'est peut-être l'inconnu. Philippe Horn, deuxième relayeur dans cette composition allemande. Ensuite il y aura Arne Pfeiffer et ainsi que Benedikt Doll. Philippe Horn, il va disputer là son tout premier relais et l'équipe d'Allemagne vice-championne du monde à Östersund, c'était cette même composition avec Ries à la place de Horn. Ouais, Horn c'est quand même un athlète qui est capable de bien tirer, c'est ce qu'il faut dans un relais, surtout dans le deuxième et le troisième relais. Il faut tirer correctement, rester dans la position dans laquelle on a récupéré le relais, et ensuite c'est au cadre de l'équipe de faire la différence en troisième ou quatrième position. Vous voyez, Eric Lesser, comme je vous le disais, il est en train de réaccélérer, donc même s'ils essayent de rentrer derrière, mais tant mieux pour Émilien Jacquelin. Alors ils ont doublé le Canadien Gilles Burnott, et maintenant il est en train de s'accrocher à Lucas Hofer. C'est vraiment le poisson pilote parfait dont pouvait rêver Émilien pour ce dernier tour. Sinon ça aurait été dur de résister face à Lesser, et grâce à Lucas Hofer on va limiter la casse. Et l'écart qui se réduit, mais très peu, comme peau de chagrin pour Émilien Jacquelin. Toujours quasiment 10 secondes de retard sur Eric Lesser, qui va donc donner le relais à Philippe Horn. Je vous le disais, c'est Quentin Fillon-Maillet qui va désormais pouvoir se préparer pour cette équipe de France, alors que Johannes Dalle passe à 20 secondes de retard. Ouais, 20 secondes de retard, ça va pas être simple pour Björn Tegard, qui va devoir tout de suite partir à fond, alors que devant, les relayeurs vont pouvoir gérer leur premier tour. Donc logiquement, même si l'Italie et la France ne rentreront pas sur l'Allemagne, je pense, d'ici la ligne d'arrivée, car Eric Lesser est en train de terminer très fort, on devrait avoir les deuxièmes relayeurs pour la France, surtout, qui devraient reprendre du temps à Philippe Horn. Donc c'est Quentin qui devrait être capable de reprendre un peu de temps sur Philippe Horn. Il va pouvoir revenir tout doucement sur lui. Et pendant ce temps-là, Björn Tegard pour la Norvège, lui, va devoir vraiment cravacher pour essayer de rentrer sur Quentin. Il est fort Eric Lesser, il gère bien ses courses. C'est une piste en plus qui lui correspond bien. Là on va arriver dans une dernière partie très explosive. C'est un petit gabarit assez musculaire. Avec beaucoup de fréquence, il va monter vite, donc c'est pas là non plus qu'ils vont lui reprendre du temps. Le petit frisson pour Félix Leitner, l'Autrichien. Il ne serait pas temps... Pas l'heure de tomber juste maintenant, juste ici. Il s'accroche, le jeune Autrichien de 22 ans. Émilien Jacquelin aussi, toujours dans les skis de Lucas Hofer. La bonne opération et une seconde supplémentaire de rattraper depuis cette sortie du pas de tir pour lancer Quentin Fillon-Maillet dans les meilleures positions. Et Dalle impressionnant sur la piste. C'est lui qui reprend du temps à tout le monde. Alors même si Lucas Hofer et Émilien reprennent un petit peu sur Eric Lesser, le Norvégien reprend beaucoup plus. Il va vraiment limiter la casse finalement, Johannes Dalle. C'est pour ça qu'il est dans cette équipe. C'est un excellent skieur. Et il est déjà quasiment dans les temps de Johannes et de Tarjei à l'entraînement. On verra s'il arrive pendant tout cet hiver à confirmer. Mais là sur ses premières courses, il nous a montré son talent. Il faudra compter avec lui désormais. Philippe Horn, deuxième relayeur allemand, a réalisé sa meilleure performance en carrière avec une 27e place sur l'individuel. Il faut désormais tenir cette tête, mais derrière lui, attention, il y a notamment Quentin Fillon-Maillet pour l'équipe de France. Ouais, Quentin va devoir jouer un petit peu tout seul sur la piste là par rapport à ceux avec qui il va évoluer. Alors Bormolini a bien progressé, il nous a montré de belles choses sur ce début de saison, mais il est quand même normalement beaucoup moins rapide que Quentin, donc c'est à lui de revenir sur l'Allemand. La Norvège qui s'est parfaitement bien replacée comme vous l'aviez vu. Alexis Björn Tegard s'était lancé avec moins de 15 secondes d'avance sur la tête. On marque une petite pub, ce sera la seule, promis, on se retrouve juste après. De retour à Östersund où on espère que l'équipe de France va nous prouver qu'elle est la meilleure équipe du monde sur le biathlon comme elle l'a fait mercredi dernier sur l'individuel. Mais attention parce qu'il y a des gros morceaux sur cette start list aujourd'hui et notamment Alexis avec ce deuxième relayeur allemand Philippe Horn qui nous montre que ça va pas être si facile. Quentin Fillon-Maillet n'a toujours pas réussi à rentrer sur lui et puis derrière vous le voyez l'Autriche, la Norvège font mieux que être des outsiders sur cette épreuve. Ouais, c'est un relais de très haut niveau, comme on pouvait s'y attendre, c'est extrêmement rapide.
il n'y a pas du tout le droit à l'erreur. C'est typique de ce genre de relais où il faut rester au contact avec la tête en permanence. Dès qu'on est décroché, c'est extrêmement compliqué de revenir. Alors c'est intéressant là ce qu'on voit dans ce premier tour de Quentin. Philippe Horn est parti très vite. Alors est-ce qu'il s'est cramé ou pas? On verra tout à l'heure dans le dernier tour s'il est capable de réaccélérer. Quentin a géré au début, il s'est laissé rattraper par la Norvège et l'Autriche. Mais finalement il a réaccéléré et on le voit que Eder et Bjørn ont perdu gros. Donc attention, hein, s'ils sont partis trop vite, l'Autrichien et le Norvégien, ils vont le payer tout à l'heure. Les Suédois sont toujours là en embuscade, quand même 6ème position, il faudra compter avec eux. Leur premier relayeur était le plus faible de l'équipe, désormais il y a du costaud. Et ouais, Horn il nous surprend là dans ce premier tour. De ne pas s'être fait rattraper par Quentin, c'est quand même fort. Après il y a un indicateur quand même qui montre que Quentin n'est pas non plus à fond, c'est que Bormolini est resté dans ses skis. Bormolini est normalement un cran en dessous sur les skis face à Quentin. C'est surprenant que Bjørn Tegard ait réussi à revenir, puis s'est fait décrocher. En gros, tout ce qu'il avait rattrapé, il l'a reperdu. Et Eder a l'air déjà limite en ski. Pour vous donner quelques repères, si vous découvrez le biathlon seulement cette saison, Quentin Fillon-Maillet sur l'individuel, c'est le 2e temps de ski. On se fiera peut-être au sprint qui correspond plus à ce format du relais. 10e temps de ski pour Quentin Fillon-Maillet, 27e pour Philippe Horn. Ce ne sont pas les mêmes valeurs. Alors est-ce qu'il va le payer peut-être dès ce tir ou pas? La réponse tout de suite. Ouais, pas facile en plus de tirer sur cette cible numéro 1. On a un vent particulier là, il faut être vigilant pour les athlètes. Ouais, le vent a tourné par rapport à tout à l'heure. Allez, Quentin, il faut tirer. Ouais, c'est piégeux. Tout le monde se fait avoir pour l'instant. Ok, l'Allemagne est en train de passer à travers. Plus le droit à l'erreur, sinon il y a un tour de pénalité. L'Italie pour l'instant s'en tire bien. Allez, Quentin, il faut trouver la solution. Ça peut coûter très cher. Plus le droit à l'erreur non plus pour la France. La Norvège, 2 fautes. Comme je vous le disais, hein, le vent a complètement tourné, donc il faut faire des clics dans l'autre sens. Et c'est Bormolini finalement qui nous surprend. Ouais, il crée la surprise. Thomas Bormolini, c'est lui qui va ressortir le premier. Un tour de pénalité. Il y aura un tour de pénalité pour Quentin Fillon-Maillet. Est-ce que Bjørn Tegard va réussir à rejoindre la Suède? La Suède qui repart à la poursuite de l'Italie. La Norvège aussi avec Bjørn Tegard. Réussit le gros coup. Allez mettre cette balle, Quentin, pour se contenter d'un anneau de pénalité. Il y en aura 2 pour Philippe Horn. Ouais. Là ça a coûté cher hein, quand même pour l'équipe de France. Il va y avoir ce tour de pénalité à faire. L'Allemagne en a 2. Il y a des équipes qui vont ressortir bien devant la France. Et surtout le podium qui s'éloigne. Alors l'Italie, on est capable de revenir. Surtout tout à l'heure quand ce sera le 3e relayeur. Mais là, la sanction du pas de tir a fait des dégâts, surtout sur les 2 premières cibles. Alors je l'explique souvent, hein, ici à Östersund, le vent est différent sur la cible numéro 1 et légèrement sur la cible numéro 2. C'est peut-être ça qui peut expliquer les erreurs à répétition pour l'Allemagne et la France. Mais quand même, ça fait beaucoup. Et désormais, Quentin va devoir cravacher. Il est ressorti de ce pas de tir, Quentin Fillon-Maillet en 7e position, donc à moins de 45 secondes de Thomas Bormolini, l'Italien qui a créé la surprise. Et on vous disait qu'il ne fallait surtout pas les oublier, ces Suédois, avec les 3 gros relayeurs qui arrivent. Eh bien, Jesper Nelin nous le prouve tout de suite en ressortant en 2e position dans ses skis. Dans sa trace, en tout cas, il y a Erlen Bjørn Tegard avec 4 secondes d'écart par rapport aux Suédois. Vous le voyez, ce tableau récapitulatif. Philippe Horn est peut-être parti un peu trop vite hein, quand même dans ce premier tour. Il l'a payé cash là sur ce tir. On est désormais à 20 secondes, un peu plus de 20 secondes de la Norvège. Ça fait du retard et ce qui est malheureux, c'est que c'est les Suédois qui en ont profité pour bien se replacer. Alors on va essayer de regarder où elles sont ces balles. Alors on va en voir qu'une, c'est dommage, elle était en haut à gauche. Mais c'est plutôt logique par rapport au vent qu'on a pu apercevoir quand les athlètes étaient en train de tirer. Le vent a complètement tourné. Il souffle d'habitude de la gauche vers la droite et là il tournait, il soufflait de la droite vers la gauche. Donc il aurait fallu complètement cliquer en bas à droite. Une seule pioche pour Thomas Bormolini qui nous a déjà prouvé sur le sprint qu'il était un très bon tireur. 13e sur le sprint, il avait surtout réussi le 10 sur 10 et c'était rare dimanche dernier de réussir un plein dans des conditions vraiment pas faciles. Sur les relais, chaque tir de toute façon peut réserver ses surprises. Il faut aussi prendre ça en compte, hein, les équipes qui repassent en tête vont aller tirer justement à cette cible numéro 1 et 2 qui sont particulières pour les tirs couchés. Donc là aussi il peut y avoir tout à l'heure des tours de pénalité pour ceux qui reprennent la tête actuellement. C'est aussi ça le jeu.
Je pense que quand on arrive avec un groupe sur le pas de tir, il vaut mieux aller tirer à la cible numéro 3 qu'à la cible numéro 1. Allez, Bjørntegard et Nélin, deux excellents skieurs, vont pouvoir se relayer. Et ça va pas faire les affaires de Quentin. Ils sont en train de reprendre du temps, tous les deux sur Bormolini. Le Norvégien était à 17 secondes, il est désormais à 11 secondes. Pour Quentin, l'objectif, c'est d'essayer de rattraper l'Autrichien qui est pas loin devant lui. Il est là, Quentin Fillon-Maillet. Et c'est Simon Eder qui l'a désormais en ligne de mire, en écoutant les conseils de Fred Jean au bord de la piste. Lui aussi a repris 4 secondes, Quentin. Est-ce qu'il est légèrement moins vite que Nélin et Bjørntegard, j'ai l'impression. Alors qu'on va retrouver Philippe Horn, le deuxième relayeur allemand avec sa combinaison orange, on le distingue bien. Et c'est vraiment eux les très gros perdants de ce premier tir des deuxièmes relayeurs. Ouais, Philippe Horn qui n'a pas l'habitude de faire des relais pour son équipe nationale. C'est des gros enjeux, on le dit souvent pour l'Allemagne, beaucoup de pression médiatique. C'est vraiment des athlètes qui sont suivis, c'est un sport qui est ultra populaire en Allemagne. Et il y a des attentes, hein. Ils n'ont pas très bien marché au niveau individuel, donc forcément sur le relais, ils n'ont pas trop le droit à l'erreur. Mais je pense qu'il s'est quand même trompé dans sa gestion de course, Philippe Horn. Il est parti trop vite. Oui, il avait de l'avance, il a voulu la garder, mais il avait de l'avance sur la France, la Norvège, et il aurait pu se laisser rattraper, hein. Personne lui en aurait voulu. Et en partant trop vite, et derrière il a peut-être moins bien analysé les choses. Il a obligé aussi Quentin à fournir un effort assez important. Lui aussi s'est fait avoir. Il faut être lucide quand on arrive sur ce pas de tir où on est obligé de calculer. Le vent est toujours en train de tourner. « 8 secondes désormais entre le duo Nélin Bjørntegard et la tête toujours tenue par l'Italien Thomas Bormolini. Le Suédois Jesper Nélin qui a l'habitude de ces relais, lui qui était dans le relais champion olympique avec Sébastien Samuelsson qui sera 4e relayeur pour cette équipe de Suède. Également Femling et Lindström qui ne sont pas alignés aujourd'hui pour des raisons différentes. Ah, il y a une très très belle équipe de Suède. Alors il faut quand même voir un Nélin sur ses tirs debout, c'est là qu'il peut avoir des problèmes. C'est la même chose pour Pontiluoma, même s'il a déjà montré de très bons résultats. C'est pas un athlète qui est très régulier, donc il peut encore se passer pas mal de choses. Bien sûr, c'est la Norvège qu'on va surveiller, c'est eux les plus dangereux. Les Italiens, ce sera très compliqué tout à l'heure sur le 3e relayeur. Et peut-être déjà l'occasion de se replacer pour Quentin Fillon-Maillet qui va arriver dans une poignée de secondes désormais devant cette tribune. Il passe devant nous. Et il y a du vent. Cette dernière lignée, il y a une chute derrière Quentin Fillon-Maillet. Il s'agit de Simon Eder, me semble-t-il. Ouais, Simon Eder est tombé là dans la ligne droite qui va en direction du pas de tir. Par contre sur le pas de tir, justement, il y a du vent. Ça va pas être un tir debout facile. Allez, il peut encore se passer beaucoup de choses. La France est toujours au contact du podium, même s'il ne faut pas laisser partir trop loin les Italiens. Ouais, ça souffle, c'est délicat. La Suède, pour l'instant, gère bien. Allez, Quentin Fillon-Maillet est en train de se placer sur sa cible. Jesper Nélin va pouvoir ressortir le premier. Gros coup pour Nélin. Bjørntegard qui s'est un peu enflammé, loupe sa dernière. Allez, ça peut permettre à Quentin de reprendre quelques secondes. Oui, c'est parfait, génial pour Quentin Fillon-Maillet qui va donc pouvoir repartir avec Erlend Bjørntegard qui s'est un peu emballé selon vos mots, Alexis, sur cette dernière balle en fait. Sinon, il aurait pu repartir avant même Thomas Bormolini. Ouais, il a entendu Quentin arriver, je pense, sur le tapis d'à côté. Ça lui a mis la pression des fois quand on est focalisé comme ça sur son tir, même si on est dans un groupe qui est en train de tirer, on entend celui qui s'installe derrière et ça l'a peut-être déconcentré au moment de tirer sa dernière balle. Il a voulu repartir trop vite, mais là c'est parfait pour Quentin. Il a bien rattrapé son erreur du tir couché. C'est ça qu'on attend des relayeurs français. Il peut y avoir des erreurs, ça arrive à tout le monde, c'est normal, c'est le biathlon. Par contre, il ne faut pas en faire une deuxième consécutive. Il faut tout de suite se reprendre. Quentin a été merveilleux là sur ce tir debout dans des conditions difficiles. Même un Eder qui est pourtant extrêmement performant au niveau du tir se fait avoir. Donc bravo Quentin d'être parti aussi vite. Eder qui est peut-être perturbé par sa chute il y a quelques instants. À mon avis, la réalisation suédoise va nous la montrer à nouveau. La Russie qui peut aussi repartir. C'est loin d'être facile également pour Dmitri Malichko et toute cette équipe russe. Et l'Allemagne qui repasse encore à travers, c'est terminé. Pour les Allemands, on les reverra plus, je pense. En tout cas, pas pour le podium. Ils essaieront
de jouer un top 10. Mais ouais, Philippe Horn paye cash son premier tour trop rapide à mon avis. Il va devoir aller parcourir un anneau de pénalité. Il y en aura également un pour l'Autrichien Simon Eder. Bon, les Suédois sont partis en tête, tout seuls devant avec 11 secondes d'avance sur les Italiens. On le disait, l'Italie pour l'instant tient le coup, mais vous allez le voir sur le troisième relais, ça devrait être très dur. Hein. Ils ont normalement une équipe qui est intéressante, mais il y a leur troisième relayeur. Alors j'ai mangé son nom depuis tout à l'heure, j'arrive pas à le retrouver, mais en tout cas qui s'est blessé et qui a dû... Giuseppe Montello. Giuseppe Montello, voilà, merci Anne-Sophie, qui s'est blessé, qui a dû rentrer à la maison, donc malheureusement ils doivent faire sans lui, donc ça va être compliqué de tenir cette belle deuxième place. Et les Français sont désormais avec les Norvégiens, c'est parfait. Ouais, ça doit ravir le premier relayeur Emilien Jacquelin qui est avec Tanguy Kerouas. Oui, Emilien, il s'en est passé des choses pendant que vous étiez dans la changing room. D'abord un passage un peu à vide sur son tir couché, puis là il s'est repris sur son tir debout. Quentin, il vous remet dans le match. Ouais, désolé, je suis très long à me changer après une course, j'arrive à rien, donc j'ai pas vu le tir couché de Quentin. J'ai juste vu seulement son debout, il s'est très bien repris de ce que j'ai compris. Voilà, je pense qu'il est important, c'est d'être au contact des Norvégiens. On a deux des deux meilleurs mondiaux derrière, Quentin aussi en fait partie, mais Simon et Martin qui vont faire le job, c'est certain. Le plus important, c'est d'être dans le match. Voilà, je vois, on est à 10 secondes des Norvégiens maintenant, 20 secondes de la gagne. Rien n'est fait, le vent est en train de se lever, donc ça va se jouer au pas de tir aujourd'hui. On sait que Östersund, c'est un pas de tir compliqué, on l'a vu l'an dernier lors du relais. Donc patience et on va voir ce qui va se passer jusqu'au dernier tir. Là, les conditions sont en train de changer par rapport à ce que vous avez vécu sur les réglages. Il va falloir faire les bons clics, c'est ça, sur les prochains tirs couchés. Clairement, pour expliquer, aux essais, il y avait très peu de vent, voire pas du tout de vent. Et en ce moment, le vent est en train de tourner un peu dans tous les sens, donc il faut être très attentif. Et lorsqu'on s'installe au tir, il faut vraiment analyser le comportement du vent, être lucide surtout, pour pas faire d'erreur. Merci Emile. Alors que vous avez pu le suivre, le reste de cette course de Quentin Fillon-Maillet pendant l'interview d'Emilien Jacquelin et le Français Alexis qui ne vous montre pas de bons signaux de forme. Alors il était reparti seulement 3 secondes derrière le Norvégien et maintenant il y a beaucoup plus d'écart. Alors on n'a pas vu tous les passages en forêt. Est-ce que Quentin est tombé? Quand on le voit passer sur ce long plat montant, j'ai plutôt l'impression que Quentin n'est pas dans un grand jour à ski. Il a du mal à terminer cette course. Il a l'air d'être un petit peu dans le dur. Peut-être qu'il est tombé sur une partie où il n'y avait pas de caméra. Ça pourrait aussi le gêner pour terminer. C'est surtout Bjørntegard qui est en train de finir très fort. Il est ressorti avec 15 secondes de retard sur Nélin. Désormais à 11. Allez, ça y est, Quentin revient sur l'Italien, il se reprend. Donc ouais, finalement il y a peut-être eu un problème en début de tour pour Quentin. On aura l'explication tout à l'heure qui sera au micro de Tanguy Kerouas. Allez, il faut limiter l'écart avec la Norvège à tout prix. Parce que devant, ça risque de se regrouper entre les Norvégiens et les Suédois. Ça va skier très vite avec Tarjei Bø qui est en forme en ce moment. Et pour les Suédois, il s'agit de Martin Ponsiluoma qui est désormais prêt devant toute la tribune qui applaudit pour encourager ce troisième relayeur pour cette équipe de Suède qui va donc s'élancer en tête. On va surveiller l'écart très précis. Est-ce que Tarjei Bø va réussir à revenir sur Martin Ponsiluoma? Et puis Simon Détieux qui est en train de s'avancer pour prendre le relais de Quentin Fillon-Maillet. Alors que chez les Italiens, c'est ce fameux troisième relayeur plus faible qu'on connaît peu, Daniele Capellari, qui va désormais prendre le départ. Allez, c'est bon, ils se sont touchés, même si c'était pas dans le sens où ils pensaient. C'était Quentin qui devait toucher Simon. Finalement, c'est Simon qui a touché Quentin. Mais c'est bon, ça passe. Alors l'Italien, oui, effectivement, on va pas trop s'en occuper. C'est un athlète qui est quand même normalement beaucoup plus faible que Simon Détieux, en tout cas sur les skis. Après, on connaît peu son niveau de tir. Mais bravo à Bormolini qui a fait un excellent relais. Après le beau lancement et le beau premier relais de Lucas Hofer. Nous, ce qu'on va regarder surtout, c'est l'écart face à la Norvège. Alors, est-ce que les Norvégiens vont se regrouper avec les Suédois, auquel cas ils seraient à 2 pour skier ensemble? Ce sera à leur avantage par rapport à Simon Détieux qui lui va se retrouver tout seul. Et derrière, il y a beaucoup d'écart. Désormais, plus d'1 minute pour cette équipe ukrainienne avec Ruslan Tkalenko qui a pris le relais de Artem Prima. Pareil, Tkalenko, c'est un peu
le maillon faible, puisque c'est ensuite Dmitro Pidrouchny qui prendra le départ, mais déjà 1 minute de retard. Et puis cette équipe russe qu'on pensait pouvoir jouer aux avant-postes avec le départ d'Edouard Latipov, là aussi 1 minute 22 de retard, ça fait beaucoup. Ouais, là aussi c'est le plus faible, hein. C'est souvent le cas. On met, alors quand on s'appelle l'équipe de France ou l'équipe de Norvège, on n'a pas ce genre de problème, on n'a pas besoin de mettre de plus faible parce que tous les athlètes sont performants. Mais sinon, quand on a un maillon faible dans l'équipe, on le met en général en 3e position. Et là c'est le cas de pas mal d'équipes. Pantilioma va avoir la pression. Il joue à domicile, donc il connaît bien le pas de tir. Il va devoir quand même aller tirer à cette cible numéro 1 qui est particulière. Sauf s'il se fait doubler d'ici l'arrivée pour tirer par Tarier qui est pas loin derrière. Et Simon qui est obligé de s'arracher tout de suite. Alors c'est un format très explosif, ces relais. On est toujours obligé d'être dans l'accélération. Et Simon Détieux, lui, c'est pas le genre d'effort dans lequel il excelle. Il est très très performant sur les exercices un peu plus longs, sur les exercices où il faut faire parler l'endurance fondamentale. Il a plus de mal à démarrer une course très vite. Par contre, il est excellent finisher. Donc là, il va subir dans le premier tour. C'est logique face à un Tariebeu qui est beaucoup plus à même d'exploiter ses capacités physiques dans un premier tour. Par contre, derrière, il peut revenir en fin de course, Simon, sur le Norvégien. En tout cas, côté spectacle, eh bien, on a ce qu'il faut aujourd'hui sur la chaîne L'équipe avec ce relais masculin. Il y aura évidemment un relais féminin. Ce sera demain à partir de 14h45. Mais notez votre nouveau rendez-vous multiplex de sport d'hiver. C'est la station L'équipe. Et demain matin, et puis, eh bien, la station L'équipe va ouvrir à 10h45. Coupe du monde de snowboard en Russie au programme et Coupe du monde de bobsleigh et de skeleton. Ce sera à Lake Placid. Et nous, on sera donc ensemble pour le relais féminin, ce sera à 14h45. En attendant, c'est bien ce relais masculin qui nous occupe avec Simon Détieux et 18 secondes 2 de retard désormais sur Martin Ponsiluoma. Capellari qui perd du temps, c'est logique, on l'avait annoncé. Ouais, Simon qui subit, comme on s'y attendait, le bon départ de Tariebeu. Alors les frères Beu, ils ont envie de prendre une revanche par rapport à ce qui s'est passé sur l'individuel. Ils ont été très fair play. J'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont dit sur les réseaux sociaux, même dans leurs interviews. Bravo à l'équipe de France. Mais par contre, à l'intérieur, je pense qu'ils bouillonnent et qu'ils ont vraiment envie de la prendre cette revanche et de montrer le drapeau norvégien sur cette course. Quand ils sont comme ça aux avant-postes sur les relais, c'est pas facile de les reprendre. Il va vraiment falloir que Simon soit excellent pour rester à leur contact. Et les Norvégiens qui sont tout simplement les champions du monde en titre de ce format, de ce relais, avec Birkeland, Christiansen et le même duo, la même fratrie pour terminer, Tariebeu et Johannes Beu. C'était déjà le cas en mars dernier. Il reste sur 3 victoires de rang, les Norvégiens. Mais ce n'est pas fait. Ils vont aller rattraper les Suédois. Ils vont arriver ensemble sur le pas de tir. Allez, Tarier juste derrière, juste à pousser un petit coup de plus pour rentrer dans les skis de Ponsiluoma. Même si celui-ci est en train de réaccélérer là, pour passer ce plat montant. Tarier va pouvoir quand même revenir. Non, il y a encore quelques secondes. Allez, peut-être venir s'échouer à 1 ou 2 secondes. Et la conséquence de ces 2 premières places, Alexis, c'est aussi la position sur le pas de tir avec ses cibles, vous le répétez depuis le début de la course, ces cibles piégeuses au tapis numéro 1 et 2, ouais. Alors que Simon Détieux va s'installer sur le 3. Effectivement, on le sait ici, la cible 1, toujours piégeuse, donc je l'avais expliqué sur les premières courses. En fait, le vent vient souvent de la gauche vers la droite. Il y a une palissade sur la droite du pas de tir et le vent qui arrive quand même assez fort vient rebondir contre cette palissade. Ça fait un espèce de rouleau et donc on a un phénomène qui est particulier, même si les fanillons annoncent une direction de vent. Finalement, le vent peut être différent de ce qu'on a l'impression. C'est un vent qui est en rouleau et qui emmène les balles un peu n'importe où. Donc sur les debout, ça fait pas de grande différence. Par contre, sur les tirs couchés, ça peut avoir son influence. Après, Ponsiluoma qui s'entraîne ici régulièrement a l'habitude normalement de gérer cette cible numéro 1. Simon Détieux, lui, est en train de passer à son tour devant cette tribune qui a fait tant de bruit pour Martin Ponsiluoma, qui va donc s'installer sur la fameuse cible 1. Tariebeu est derrière lui. Quentin Fillon-Maillet vient de passer le dernier virage. Simon Détieux vient de passer le dernier virage. Vous le voyez au fond de votre image. Il va s'installer à côté d'eux.
Allez, il y a une possibilité pour Simon. Voilà, encore cette cible 1 qui fait vraiment des dégâts. Elle est vraiment pas facile à gérer. Le pauvre Ponsiluoma vient de se la prendre sur son tir. Ça commence pas très bien malheureusement pour Simon, alors que Tarier a déjà fini. Il va pouvoir ressortir en tête Tariebeu, alors qu'il y aura au moins un anneau de pénalité pour Martin Ponsiluoma. Allez, tout de suite, blanchir cette dernière cible pour Simon Détieux pour pouvoir ressortir avant l'Italien, même s'il est plus faible, on le sait. Essayer de grappiller quelques secondes derrière Tariebeu. Oui, Simon Détieux va pouvoir ressortir un anneau de pénalité pour Martin Ponsiluoma, alors que Daniele Capellari va sortir en 3e position. Bon, on est en train de se diriger vers ce duel qu'on attendait avec les deux équipes favorites qui ressortent aux 2 premières positions. Il va y avoir de gros écarts désormais, car l'Italien va reperdre du temps à nouveau sur la piste face à Simon. Le Suédois est encore en train de terminer son anneau de pénalité, mais il aura encore de la marge pour aller chercher la 3e place face à l'Italie. Mais il faudra quand même se méfier pour les Suédois, car c'est Dominique Windisch qui terminera pour les Italiens. Les Russes, Latipov, font excellent. Clement Bauer qui a été parfait sur ce tir, même s'il a eu du mal à remettre sa carabine. Allez, Latipov a voulu repartir trop vite, il faut quand même la tirer, sa balle de pioche. Cette fois c'est bon. La Russie qui va aller chercher cette 6e place provisoire à la sortie de ce pas de tir, puisque Clement Bauer, le Slovène, est ressorti 5e. Et on retrouve Arne Pfeiffer pour l'Allemagne, qui vient de s'installer à cette cible numéro 10. Ouais, c'est vraiment pas un très bon début de saison pour les Allemands. Alors Johannes Kuhn était rapide sur le sprint, mais c'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on attend d'eux dans leur pays. Ça va commencer à faire grise-mine. Pfeiffer essaye de rattraper les choses tant bien que mal. Il fait un excellent tir. Et vous le voyez, ils sont déjà bien loin. S'il termine 5e par exemple, ce sera déjà excellent. C'est rassurant pour Arne Pfeiffer qui avait abandonné l'individuel suite à une chute. Rien de grave donc, semble-t-il, avec ce très beau 5 sur 5. Il avait quand même cassé sa carabine, mais ça montre que en récupérant une nouvelle ou en la réparant, il est capable de faire un bon tir. Alors Pfeiffer, Eric Lesser, ces cadres de l'équipe d'Allemagne, on va pas forcément les attendre sur toutes les courses. Par contre, on le sait, sur les championnats du monde, ils sont capables d'être présents pour vraiment aller chercher les titres et les médailles. Il nous fait le coup chaque année, Pfeiffer. Il est là au moment où ça compte vraiment. Il n'a jamais fait du classement général de la Coupe du Monde un objectif principal. Par contre, les titres de championnat du monde et les titres olympiques, il est capable d'aller les chercher. Ça grimace dans le clan suédois, forcément. Martin Ponsiluoma qui était arrivé en tête et s'est positionné sur le tapis numéro 1 de son premier tir couché. Ressort donc en 4e position à 40 secondes de cet homme. Tariebeu, la Norvège est désormais en tête. Ouais, puis ce qui vite un Tarier, donc Simon ne lui reprend pas de temps. Au contraire, il est en train d'en perdre. J'ai l'impression qu'il était à 17 secondes à la sortie du pas de tir. Désormais, il y en aura beaucoup plus. Il a perdu 3 secondes, on le voit, ça skie pas à la même vitesse. Là, les Norvégiens vont très très vite aujourd'hui, les Français subissent un peu plus. Alors là, bon, on va voir quand même le tir debout de Tariebeu, mais il est en train d'accroître son avance. Finalement, la seule vraie grosse chance qu'on peut dire pour l'équipe de France pour revenir dans cette course sur les Norvégiens, c'est que Johannes Bö, s'il prend le relais en tête, va devoir aller tirer à la cible numéro 1. Et quand on voit tout ce qui s'est passé depuis le début de cette course à cette cible, après Johannes va arriver avec de l'avance, donc il aura mieux le temps d'analyser les choses. Et ça peut aussi faire la différence. On a beaucoup parlé lors de l'individuel du fartage, du travail des techniciens et également aussi et surtout de ces conditions de glisse. Aujourd'hui, elles sont différentes et conséquence, les écarts sont moins importants aussi. Oui, on a une piste qui est beaucoup plus rapide, donc il y a moins de différence sur les skis. Après, on voit quand même les athlètes qui sont capables de mettre beaucoup de fréquences, beaucoup de musculaire, réussissent à prendre de l'avance par rapport à des athlètes qui sont un peu plus dans le ski posé, dans le ski appuyé, si on peut dire ça comme ça. Et on le voit bien avec Tarier et Simon Détieux qui ont des styles qui sont bien différents. Et sur un fond qui reste assez dur, même si on voit quand même cette neige qui est un petit peu creusée sur la surface, il y a quand même du répondant sous les skis, donc on peut appuyer fort. Et ça correspond bien aux capacités de Tarier. C'est quelque chose qui tient à cœur aux Norvégiens, c'est vraiment important pour eux le fartage, et ils se sont fait battre par les Français sur le fartage sur l'individuel. Donc ils ont dû beaucoup travailler, les techniciens norvégiens, et aujourd'hui ça a l'air d'être beaucoup mieux au niveau de la glisse, même si Simon a repris un peu de temps là sur cette partie.
Rien n'est joué, évidemment, pour la victoire. L'équipe de France qui passe en deuxième position avec Simon Détieux, moins de 20 secondes. Et vous l'avez remarqué depuis le début de ce relais, eh bien, il y a du vent sur ce pas de tir. Un pas de tir capricieux, un pas de tir parfois difficile à négocier, qui n'a sûrement pas dit son dernier mot et qui sera le juge de paix de ce relais masculin. Mais l'équipe de France peut largement aller chercher la victoire alors que Tariebeu est en train d'arriver et va affronter justement cette cible 1 que l'on redoute tellement. Et surtout sur les tirs couchés, hein. Sur le tir debout, ça gêne beaucoup moins parce que c'est vraiment en fait le vent, hein, qui vient décaler les balles. Et la cible étant plus grosse en tir debout, ça affecte moins la position de la balle dans la cible. Il va falloir lui répondre à Tarier qui est capable de tirer extrêmement vite, extrêmement bien sur ses debout. Il nous l'a montré très souvent. Simon Détieux arrive, il est désormais à l'entrée de ce pas de tir au niveau des dernières cibles. Ah, il y a un peu de vent quand même, il est obligé d'attendre avant de tirer sa première balle. Et la dernière est dehors, peut-être une opportunité, une fenêtre qui s'ouvre pour Simon Détieux, mais lui aussi vient de faire une erreur. Et ça, Tarier l'a entendu, donc il va se reprendre pour tirer sa dernière balle. Il le sait, le Français a fait 2 fautes, et voilà. C'est souvent comme ça, hein. C'est mental le biathlon, on entend les tirs des autres. Simon a entendu l'erreur de Tarier, il a voulu tirer vite, c'était le jeu. Bien, il a bien tiré vite sa première pioche. Allez, limite la case, bravo, allez dedans, faut repartir. Il va être finalement à peu près dans les mêmes temps que ce qu'il y avait tout à l'heure. Et bravo l'Italien qui m'épate sur ce relais, lui que j'annonçais plus faible. On a bien cloué le bec. Et surtout, il est peut-être en train de... Je sais pas ce qu'il est en train de faire là, l'Italien, il est coincé sur le pas de tir. Il a eu un problème au moment où il a remis sa carabine sur le pas de tir, c'est pour ça qu'on ne le voit toujours pas passer. C'est difficile pour Martin Ponsiluoma, le 3e relayeur de cette équipe de Suède, qui en plus est en train de perdre du temps parce qu'il a perdu une balle de pioche. Du coup, les Russes vont pouvoir peut-être en profiter. Oh oui, ils sont une menace pour cette équipe de Suède. Edouard Latipov qui va partir à la poursuite de Martin Ponsiluoma. Et désormais, un peu plus de 15 secondes d'avance, donc 15 secondes d'avance pour Tariebeu sur l'équipe de France. L'équipe de France encore dans le match. Et Quentin Fillon-Maillet au micro de Tanguy Kerouas. Ouais, Quentin, 15 secondes de retard là pour l'équipe de France, tout est encore jouable, hein. Ouais, c'est vrai que 15 secondes c'est un peu plus d'une pioche, donc ouais, c'est encore contact. Moi, je m'excuse auprès de mes coéquipiers pour tir à coucher qui a été compliqué, difficile à expliquer pourquoi. J'ai sûrement glissé quelques erreurs là-dedans et puis les conditions de vent étaient plus fortes. On a réglé avec un vent nul, le vent était beaucoup plus fort au tir, donc il faut que je discute avec le coach pour voir où sont mes erreurs. Après, par contre, vous avez eu un second tir debout très rapide. Vous avez engagé vraiment pour essayer de gagner du temps. Ah bah, c'est vrai qu'avec un Nono Pena, je suis déjà surpris de donner le relais en 3e position. Donc oui, je devais me faire les choses très propres pour la suite. J'avais fait bien trop d'erreurs. Donc voilà, je suis content qu'on soit encore au contact. Et puis voilà, je pense que Simon est revenu à quelques secondes par rapport. Moi, je l'ai donné à 19, il a donné à 16. Donc il n'a pas encore donné le relais, mais voilà, je pense que ça peut jouer encore. Merci Quentin. Évidemment que ça peut jouer pour cette équipe de France et le duel tant attendu va sans doute avoir lieu avec une poignée de secondes de retard, il est vrai, entre Johannes Bö, dernier relayeur pour cette équipe de Norvège, et Martin Fourcade, dernier relayeur pour l'équipe de France, et les indications à Simon Détieux, toujours à 16 secondes. Il finit fort, fidèle à son habitude. Tarier est parti plus vite, mais ça y est, là c'est Simon désormais qui est en train de reprendre du temps. Alors il lui a repris seulement la moitié d'une seconde, mais c'est toujours ça. Ça veut dire que le Norvégien a cessé d'aller plus vite que le Français et que c'est en train de s'inverser. Il peut reprendre, pourquoi pas 2-3 secondes d'ici l'arrivée. Simon, ce serait pas mal. Ça permettrait à Martin d'être à environ 13 secondes de Johannes, ce serait parfait. Et bravo à Capellari
qui a été extrêmement solide sur le pas de tir, même si en ski il subit, on le voit, hein, il se fait rattraper. Il aura vraiment tenu son rang et l'équipe d'Italie va pouvoir jouer le podium face à la Russie et à la Suède qui est en train de revenir. C'est Dominic Vindiš qui sera le dernier relayeur italien. Vous l'avez dit tout à l'heure. Pour les Russes, il s'agira d'Alexander Loginov. Et puis pour cette équipe de Suède, Sebastian Samuelsson. Vous l'aurez donc compris, les meilleurs seront là pour nous offrir un final époustouflant à coup sûr avec ce duel entre Johannes Bö et Martin Fourcade. Ce duel entre la Norvège et la France. La Norvège qui a envie de reprendre le leadership après ce quadruplé sur l'individuel qui, même s'ils ont été fair-play, c'est sûr, les a sans doute un petit peu vexés. Alors il va falloir faire attention pour les deux premiers. Oui, il y a un duel entre la France et la Norvège, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des équipes qui sont pas si loin que ça derrière. Donc il faut jouer, essayer de revenir sur la Norvège, ok, mais il faut aussi contrer le retour de ceux qui pourraient être dangereux sur les places 3 et 4. Ah, il a repris du temps, Simon, bravo. Ah là, on le sait, hein, de toute façon, chacun a ses spécificités, chacun a ses forces. Et Simon, lui, il est très fort dans le dernier tour. Par contre, il a du mal à partir très vite, alors que Tarrier, lui, c'est l'inverse. Donc finalement, à la fin, c'est très intéressant là, ce qu'a réussi Simon Détieux dans ce dernier tour. Les derniers efforts de Simon Détieux pour peut-être donner... avec encore moins d'écart que 12 secondes. 12 secondes 2, c'était l'écart au dernier intermédiaire. Est-ce qu'il va réussir à en grappiller encore quelques-unes pour donner le relais à Martin Fourcade? Dans une poignée de secondes, Johannes Bö s'était lancé pour cette équipe de Norvège. Martin Fourcade est en train d'attendre le relais de Simon Détieux. Il suffit de se toucher, c'est fait. 11 secondes 3 d'écart entre Johannes Bö et Martin Fourcade. Ça va être intéressant de les voir s'affronter tous les deux. Alors, on est sur un format de course qui correspond, on peut dire, au niveau des capacités physiques, peut-être un tout petit peu mieux à Johannes. Martin, plus âgé que Johannes, a plus, comme tout à l'heure pour Simon Détieux, a plus d'endurance fondamentale. Donc, il est capable d'être très performant. On l'a vu sur l'individuel, sur des formats qui sont assez longs. Un format de course de 45 minutes qu'on a vu sur le 20 km. Là, c'est un format de course de 20 minutes. Donc avec sa fraîcheur, sa jeunesse, Johannes peut avoir un peu plus d'explosivité. Il est capable en plus de partir très vite dans le premier tour. Martin va devoir temporiser. Là où la différence peut vraiment se faire, on le sait, hein, c'est sur le pas de tir. On va attendre de voir Johannes passer à la cible numéro 1. Et c'est le scénario parfait pour ce relais masculin, celui qu'on rêvait de vivre entre la Norvège et la France. Mais effectivement, attention derrière à cette équipe d'Italie qui vient donc de prendre le départ. Et ces trois hommes finalement dans un mouchoir de poche. Dominic Vindiš, Sebastian Samuelsson et Alexander Loginov. Grand bravo à Capellari qui a vraiment fait une super course avec ses armes à lui. Mais laisser l'Italie comme ça en 3e place à 1 minute de la Norvège et de la France, et il fallait le faire. Franchement, gros respect, là il a fait une super course et ouais, hormis l'Allemagne, on retrouve les meilleurs. Les Slovènes aussi font un excellent relais pour l'instant. Mais leur relayeur qui part maintenant est quand même normalement le moins bon de l'équipe. Ouais, l'Allemagne qui a effectivement vécu un cauchemar avec un nouvel anneau de pénalité. Vous avez pu le suivre pendant l'interview que Tanguy a faite de Quentin Fillon-Maillet. Arnd Pfeiffer qui est retourné sur cet anneau de pénalité alors que c'est Martin Fourcade que l'on retrouve sur la piste. Bon, faut pas vous attendre à ce que Martin revienne sur Johannes dans le premier tour, hein. Ça arrivera pas. Il devrait même perdre quelques secondes. Comme je l'ai expliqué au moment de leur départ, Johannes est capable de partir très vite. Il va falloir attendre le pas de tir, c'est là que peut se passer des choses et ensuite le dernier tour sera le juge de paix. Mais pour l'instant, avantage clair et net à la Norvège. Après on va voir, hein, c'est quand même le retour à la compétition pour Johannes après un individuel complètement loupé sur les skis. Il était parti très vite dans le premier tour, mais dès le deuxième tour il avait perdu beaucoup de temps. S'il fait pareil aujourd'hui, Martin pourrait en profiter. Il y avait 11 secondes là, au moment du passage du relais. Et comme vous le pressentiez Alexis, il y en aura donc un peu d'avantage. 14 secondes 7 désormais entre le français et le norvégien. Ouais, c'est logique. On s'attendait à ça. Ah, il va y avoir un premier tir couché très stressant. Quentin l'a bien expliqué. Le vent est... Attention de ne pas tomber, Martin. Ouais, c'est dommage.
Le vent est beaucoup plus fort que pendant leur réglage, donc les athlètes ont réglé avec un vent quasiment nul. Et désormais, le vent actuel les emmène leur balle en bas à droite. Alors que le pauvre Coréen fait la grimace à droite de votre écran puisqu'il vient de se faire laper par Johannes Beu et puis désormais par Martin Fourcade. Et c'est pour ça que je voyais un homme du jury en train de courir à toute vitesse sur le bord de la piste. On le voit là avec son brassard orange. Et j'avais peur qu'il court après Martin, mais non, en fait il était en train de courir pour aller dire aux athlètes de s'arrêter lorsqu'il se faisait rattraper par Johannes. Et ces hommes-là le savent, en cas d'erreur de vent, tout est encore possible pour eux. Et pour l'instant, eh bien, ils peuvent être tous les trois sur un podium tout provisoire. Windisch, Samuelsson et Loginov qui semblent en difficulté. Ouais, qu'est-ce qui se passe pour Loginov là? C'est surprenant. C'était lui que j'aurais annoncé comme meilleure option pour la 3e place. Et finalement, dès le premier tour, il est décroché. Le Russe n'a pas l'air d'y être sur cette course. Ouais, c'est bizarre qu'il soit pas resté dans les skis de l'Italien et du Suédois. Alors soit il est tombé, soit il est vraiment pas dans un grand jour et ça risque de coûter assez cher. La réalisation qui s'attarde sur cette équipe slovène qui fait une belle course, c'est vrai, avec après ses deux meilleurs éléments, Jakob Fak et Clement Bauer qui étaient en 2e et 3e relayeurs. Mais on revient sur la tête de cette piste et Johannes Beu qui va pouvoir se concentrer sur ce premier tir. Il sait ce qu'il a à faire attention au piège que peut représenter cette cible numéro 1. Donc si le vent est nul, clairement c'est une cible comme une autre. C'est si le vent vient de la gauche et souffle fort en direction de la droite que là cette cible est particulière. Donc pour l'instant le vent est relativement faible, il est en train de se lever à nouveau, il s'était arrêté mais là il est en train de recommencer. Donc Johannes va devoir gérer la chose. Et lui, Siegfried Mazé, il le sait très bien que ça ne va pas être simple. On les a vus tour à tour à l'image. Franck Badiou pour l'équipe de France, Siegfried Mazé pour la Norvège. Ça va se passer derrière la carabine. Ce relais, l'issue de ce relais. Il reste 2 tirs, un couché, puis il y aura ensuite un debout, évidemment, pour ces derniers relayeurs, Johannes Beu et Martin Fourcade pour la Norvège et la France. Alors pareil, le vent s'est arrêté, il reforcit, il va falloir profiter des moments où il s'arrête. Martin arrive 15 secondes derrière. Il ne faut pas qu'il se rate sur les premières balles, Johannes, sinon Martin va profiter. Ah, il est bien. Il suffit de le dire. Allez, il y en a une dehors pour Johannes Beu. Ouais, elle est bien dedans, celle-là. Martin Fourcade à la moitié de son tir. Oh, que c'est bien fait de la part du Français Martin Fourcade. Attention, en remettant sa carabine. Qu'est-ce qu'il a coincé là? Il a mal remis sa carabine au dos là. C'est pas top là ce qu'il est en train de faire. Il a coincé ses lunettes. En fait, il est venu les attraper avec sa carabine. Du coup, il va plus avoir de lunettes, Martin, là pour terminer la course. Ça, c'est pas super non plus parce que la neige en fait, la neige, c'est des espèces de petits cristaux un peu gelés, des petites boules de glace. Et dans les descentes, quand on skie derrière quelqu'un, on se les prend dans la figure, donc dans les yeux. Et il y aura désormais 2 tours. 2 tours de 2,5 km chacun et un tir au milieu de cela pour les départager. Johannes Beu et Martin Fourcade. Mais derrière, les menaces sont bien là. Ils sont arrivés quasiment en même temps sur ce pas de tir. Alexander Loginov, toujours ce petit train de retard. Ouais, mais il est revenu quand même, Loginov. On peut dire qu'il a géré son premier tour surtout. Et des fautes par français, ça va dénigler par contre au premier. Même s'il y a déjà un bel écart, il va s'accroître. Et avantage Dominique Windisch dans ce trio qui peut encore croire au podium. Alexander Loginov va pouvoir repartir à son tour avec l'Italien. Terminé pour la Suède qui va aller faire un tour de pénalité. Et les Slovènes pourraient venir terminer devant eux. Il sauve les meubles, Sébastien Samuelsson. Il n'y aura pas 300 mètres, mais uniquement, entre guillemets, évidemment. C'est terrible pour cette équipe de Suède qui pouvait croire au moins au podium, mais qui va ressortir derrière cette équipe de Slovénie. Alors peut-être que Samuelsson va pouvoir
rattraper le 4e relayeur slovène. Il est plus rapide normalement que le Slovène. Alors devant, Johannes est ressorti avec 8 secondes d'avance. Martin a perdu quelques secondes là en essayant d'enlever ses lunettes qui étaient coincées dans son système de portage. Et on va avoir 2 athlètes qui vont arriver à peu près avec le même écart. Hein. Johannes va... Regardez, on le voit les lunettes de Martin là, qui sont tombées. Il a réussi à les décoincer. Donc Johannes, soit il est comme sur l'individuel pas en forme et Martin va pouvoir revenir, soit il est dans un jour normal et dans ce cas là ils vont rester à peu près avec le même écart. Il y avait 8 secondes 4 d'écart entre Johannes Bö et Martin Fourcade à la sortie de leur premier tir. Ouais, Johannes tient bien Martin à distance. Les 14 secondes ils sont à nouveau. Martin a l'air un peu moins bien sur cette course. Alors je disais, hein, ça vient aussi du fait que c'est une course très explosive. Et Johannes travaille bien. On voit en un temps, là, il fait des poussées bien puissantes sur cette neige qui répond bien. Et c'est une fin de course, tout comme l'entièreté de ce relais qui est absolument excitante sur la chaîne L'équipe avec ce duel entre Johannes Bö et Martin Fourcade. On espère voir la même chose demain à partir de 14h45 pour les filles. Mais avant cela, un petit détour par la zone mixte avec Simon Détieux qui est avec Tanguy Kerouas. Ouais, Simon qui a passé le relais à 12 secondes. Là, il y en a 14. C'est la chasse aux Norvégiens qui se poursuit. Ouais, ça a été ça un peu toutes nos courses avec Martin, mais alors, on y croit, on est à fond, on croit en lui. Voilà, faudra avoir un peu de chance parce que au niveau du vent, au niveau de si Johannes ouvre la porte, mais il saura en profiter si c'est le cas, c'est sûr. Petit avantage, c'est mieux d'être sur la cible 2 que sur la cible 1 peut-être, non, moins important au tir de vous. C'est pareil, le vent il vient de l'autre côté, donc ça revient au même. Mais voilà, Johannes, il va entendre Martin s'installer derrière lui. Martin, on le connaît, quand il arrive, il souffle vachement fort. Donc ça va peut-être il saura que Martin est juste là et qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Merci Simon. Et oui, c'est ce dont vous parliez tout à l'heure, Alexis, vraiment cette lutte mentale, psychologique qui s'effectue aussi sur ce pas de tir. Et oui, effectivement, et la cible numéro 1 qui est dangereuse pour les tirs couchés, mais on les a passés ces tirs couchés, on l'a dit tout à l'heure sur les tirs debout. Il n'y a plus de danger de tirer sur celle-ci. Donc pas de différence entre Johannes et Martin pour ce coup-ci. Ah voilà, on le voit, il n'y a pas beaucoup d'options de toute façon pour que Martin puisse gagner cette course. Johannes a l'air d'être bien en ski, donc ils font à peu près jeu égal. Le Norvégien est même légèrement plus rapide d'1 ou 2 secondes. Et ça skie à la même vitesse. C'est donc sur le pas de tir, si Johannes commet 1 ou 2 erreurs de trop, ça pourrait permettre à Martin de revenir. On va retenir notre souffle. C'est le dernier tir de ce relais où la France a joué parmi les meilleurs aux avant-postes derrière cette équipe de Norvège. Et sur ce dernier tir, c'est encore le cas. Johannes Bö a une poignée de secondes d'avance sur Martin Fourcade quand il s'installe sur cette cible numéro 1. Martin, lui, est à l'entrée de ce pas de tir. Vous le voyez au fond de votre écran. Et c'est maintenant que la victoire de ce relais, le premier de la saison, se joue. Comme tout à l'heure, déstabilisé par l'arrivée de Martin Fourcade, mais il n'en met qu'une seule dehors. Le 10 sur 10 pour Martin Fourcade sur cette course aujourd'hui, mais il y a de l'écart face aux Norvégiens. Ouais, il va manquer 1 ou 2 secondes. Alors Johannes a eu un beau cordon sur sa première balle. Mais derrière, il s'est bien repris malgré sa feuille de push. Oui, Martin, t'as plus de lunettes. Allez, tu peux repartir. Tu peux repartir, faut pousser tout de suite. 7 secondes, ça va être dur. Hein. Ça va être dur de revenir sur Johannes, même si il est juste derrière. Il y a 3 secondes de trop, j'ai bien peur. Ils sont du même niveau en ce moment sur les skis. Sur un format plus long, Martin est plus fort. Sur un format plus court, Johannes est plus fort en général. Allez, on va voir le match pour la 3e place entre l'Italie et la Russie.
Dominique Windisch face à Alexander Loginov. Il a bien tenu, hein, Johannes. Il s'est fait peur sur la première balle. Je pense que ça lui a donné un bel avertissement. On a attendu qu'elle finisse de basculer complètement. Quand c'est un cordon, c'est toujours plus long. Et derrière, il a bien enchaîné. Malgré sa balle de pioche. Est-ce que le scénario va se répéter entre Windisch et Loginov? Il tire vite le russe. Et trop vite justement. Il a pensé qu'il l'avait doublé l'italien, mais non, Windisch résiste. C'est fort, c'est très très fort. Si l'Italie réussit à rester troisième, alors il va quand même falloir se méfier du dernier tour de Loginov, mais Windisch a les armes pour lui répondre sur les skis. Et là aussi, désormais c'est sur la piste que ça va se passer. Et il y aura... Et nous on veut voir devant, on veut voir ce qui se passe pour la tête. Entre Windisch et Loginov, en effet, 7 secondes d'écart à la sortie du tir entre Johannes Beu et Martin Fourcade. Est-ce que Martin Fourcade peut les rattraper, ces 7 secondes? Il y en aura peut-être quelques-unes de trop. Et c'est ce qu'on aimerait voir. Il est là, Johannes Beu sur cette piste. Et qu'il est alléchant pour la suite de la saison. Ce relais et ce mano à mano qui commence déjà entre la Norvège et la France. Martin n'est pas là, on l'a vu sur ce plan. Donc Johannes va pouvoir finalement terminer tranquille. Et la France va aller chercher une très belle deuxième place sur un relais qui était quand même très excité, si vous pouvez dire comme ça. Il y avait beaucoup d'excitation, on l'a senti. Ouais, Johannes finit fort et Martin le sait qu'il ne pourra pas revenir. Donc voilà, il est en train de skier plus doucement désormais. Un relais époustouflant et un nouveau résultat là aussi époustouflant pour cette équipe de France masculine qui a fait beaucoup d'étincelles pendant cette semaine, ces 10 jours à Östersund avec un quadruplé, on vous le rappelle, historique mercredi. 4 Français aux 4 premières places et un nouveau podium qui s'avance pour l'équipe de France avec cette deuxième place que vont aller chercher les Français derrière les Norvégiens qui vont donc signer une 4e victoire de rang sur ce format, sur ce relais masculin. Avec un tour de pénalité, l'équipe de France termine 2e. C'est un très bon résultat pour battre l'équipe de Norvège. On le sait, il faut tirer parfaitement bien. Quentin a eu du mal sur son tir couché, il s'est repris derrière, ça a permis de reprendre cette 2e place. Mais par contre pour la victoire, c'était trop tard. Derrière on a été en chasse quasiment tout le long. Martin a essayé sur le début de ce dernier tour, mais il a vu qu'il ne serait pas en mesure de revenir sur Johannes. C'est pour ça qu'on voit skier un petit peu plus doucement, ça sert à rien. Il y a encore beaucoup de courses pour jouer le classement général cet hiver. Et la 3e place, elle sent bon désormais pour cette équipe d'Italie qui a fait un immense travail collectif. Et c'est elle qui a le mieux tiré avec 8 pioches seulement. La Norvège est derrière avec 9 pioches pour l'équipe norvégienne. Johannes peut dérouler. Il est en plus dans une partie où on voit la piste, donc il voit sur le côté que Martin n'est pas là, qu'il peut profiter. Il se permet même un petit salut aux supporters. Johannes Beu avec cet écart qui est en train de grandir pour Martin Fourcade qui le sait désormais. La victoire ne sera pas française aujourd'hui, mais les Français seront bien à côté des Norvégiens pour leur envoyer toujours le même message qu'ils ont déjà donné sur l'individuel. Il faudra compter sur eux tout au long de la saison. Ouais, tout cet hiver, on va avoir un gros match entre la Norvège et la France, que ce soit au niveau individuel ou au niveau des relais. C'est vraiment les deux équipes les plus fortes en ce moment. Johannes Beu offre la victoire à la Norvège sur ce relais masculin. La Norvège qui a parfaitement bien défendu son titre de champion du monde. La composition des mondiaux, c'était Birkeland, Christiansen, Tarjei et Johannes Beu. Et bien aujourd'hui, avec 2 autres garçons, Johannes Dahle, Erlend Bjørntegard et toujours ses frères Beu, la Norvège montre son réservoir absolument magnifique et signe une nouvelle victoire, la 4e d'affilée dans ce format du relais masculin. Et l'équipe de France, avec Martin Fourcade, vient chercher un nouveau podium
sur cette semaine sensationnelle que nous avons vécue à Östersund. Emilien Jacquelin, Quentin Fillon-Maillet, Simon Détieux et Martin Fourcade donc vont pouvoir féliciter cette équipe de Norvège et prendre la deuxième place. Moi j'étais particulièrement impressionné par leur premier relayeur quand même, Johannes Dahle. C'est là. Alors on l'a vu sur les deux premières courses individuelles de l'hiver, alors que les Italiens peuvent vraiment se réjouir. Hein. C'est très très fort ce qu'ils ont fait. On les attendait pas à ce niveau-là avec cette équipe, cette composition d'équipe. Donc une troisième place, c'est excellent. Et oui, Johannes Dahle qu'on a vu sur les courses individuelles avec des gros dossards. À chaque fois il partait derrière. La piste avait beaucoup évolué. Mais là, sur ce début de course, il était comme tout le monde. Il a été très très rapide dans son dernier tour. Il peut lever les bras au ciel, Dominique Windisch. L'Italie vient chercher une troisième place. Magnifique en effet avec Luca Soffer et Dominique Windisch que l'on connaît bien, il est vrai. Mais Thomas Bormolini, Daniele Capellari, les deux autres relayeurs de cette équipe transalpine vont donc pouvoir monter sur le podium. Décidément, Windisch, il va en avoir de bons souvenirs d'Östersund. La Russie signe une quatrième place. La Russie qui a mis du temps à revoir les premières places dans ce classement du relais, elle qui avait terminé plutôt de façon délicate. Et eux, les Suédois, ils étaient pourtant bien placés, mais ils vont échouer. Ils vont échouer sur cette cinquième place. Ouais, chez les Italiens, on peut quand même se réjouir du bon début de saison de Bormolini qui a vraiment progressé par rapport à l'année dernière. C'est maintenant un solide relayeur. Alors sur les courses individuelles, on le voit aller chercher des top 20 maintenant, mais sur les relais, lui qui est excellent tireur, il peut maintenant vraiment aider cette équipe d'Italie qui est en train de se reconstruire. À l'image, cette équipe d'Ukraine avec Dmitro Pidrouchny, alors que les garçons sont en train de se placer, voilà. Il manque Martin Fourcade qui doit déjà être en train de se changer. Du côté de l'équipe de France, où l'on a vu Quentin Fillon-Maillet, Simon Détieux et Emilien Jacquelin se réjouir. Deuxième place donc aujourd'hui sur ce relais pour les Bleus. Le débrief complet, toutes les réactions, le podium bien sûr, après cette deuxième place de l'équipe de France devant la Norvège, inatteignable encore une fois sur le relais, on comprendra pourquoi juste après une très courte pause. Restez bien avec nous, on attend Martin Fourcade au micro de Tanguy Carrois également et toute la cérémonie en direct pour le podium des Bleus aujourd'hui sur ce relais homme. La Norvège, intouchable ou presque, vainqueur de ce relais homme devant l'équipe de France qui signe un quatrième podium en 5 relais. L'équipe de France et ses 4 fantastiques qui est à 32 secondes de la Norvège. On va retrouver Martin Fourcade au micro de Tanguy dans quelques instants. La cérémonie, le podium qu'on va vivre en direct ensemble. On est toujours avec Alban Gobert, membre du comité d'organisation du Grand Bornand. Vous commentez les courses nationales de biathlon, Coupe de France, Championnat de France. Vous connaissez parfaitement ces biathlètes. J'aperçois Alexis qui est en place également pour débriefer cette course. Johannes Bö, on va écouter la première réaction de Johannes dans un instant pour connaître sa sensation. En tout cas, il est de retour en forme. Johannes Bö, on revivra les images fortes avec le match face à Martin Fourcade également. Alban, votre première réaction, on va surveiller le protocole qui va se mettre en route. L'impression donnée par cette équipe de France, deuxième après la journée historique mercredi. On espérait une victoire, ce n'est pas le cas, mais cette deuxième place, elle est belle malgré tout pour l'équipe de France. Ah, bien sûr, elle est belle et elle confirme que l'équipe entière est solide. Les athlètes étaient bons. Emilien a fait un super relais. Je l'ai trouvé à l'attaque tout au long de son relais. Il a fait un super relais. Bien sûr, il y a un tour de trop pour Quentin. C'est le jeu, c'est le biathlon. Ça s'est un peu moins bien passé. Il s'est super bien rattrapé. Il a été revanchard sur la suite. Et puis après, je pense qu'aujourd'hui, les Norvégiens sur les skis étaient vraiment très très forts. Et c'est ce qui a fait la différence, surtout sur la deuxième partie de course. Vous êtes spécialiste de ski de fond également, Alban. On profitera de votre expertise pour comparer le style et la forme de Martin Fourcade avec celle de Johannes Bö. Alexis, votre sensation avec un tout petit peu de recul, cette deuxième place de l'équipe de France, on la situe à quel niveau? Quel enseignement en tirer par rapport à ce qu'on a vécu sur cette course en rapport avec le relais, l'individuel fantastique de mercredi dernier?
Elle est très correcte, on les attendait soit premier soit deuxième, on l'avait dit avant cette course, il y avait quand même deux équipes qui se détachaient, ils ont tenu leur rang de favoris face à la Norvège qui l'était aussi. Petite déception quand même pour les Allemands qui eux sont passés à travers, ça aurait été bien d'avoir un match à 3, ça aurait été peut-être plus intéressant sur la fin de course. Mais sinon oui, je rejoins complètement ce qu'a dit Alban. Les Norvégiens étaient légèrement un cran au-dessus, j'ai l'impression, en ski sur cette course. Alors ça s'explique aussi par le fait qu'ils étaient revanchards, ils se sont fait bien corriger sur l'individuel, je pense qu'ils l'ont eu quand même bien en travers de la gorge. Et aujourd'hui, ils voulaient montrer à tout le monde avec la hargne qui les animait qu'ils étaient capables de battre les Français. Donc il y avait ce petit supplément d'âme que les Français n'avaient peut-être pas sur cette course. Voilà, eux encore sur le petit nuage de l'individuel. Ils ont peut-être eu plus de mal à vraiment aller chercher des ressources nécessaires pour rivaliser face aux Norvégiens, surtout au moment où Quentin a perdu un peu de terrain. Derrière, ça a été compliqué de revenir. On le savait avec les frères Beu qui ont à cœur de réussir ces relais. Ce serait difficile et ils ont été bons sur le pas de tir. Ils n'ont pas laissé vraiment d'opportunité aux deux derniers relayeurs français de revenir. Alors on est en direct avec l'équipe de France, on va tendre l'oreille pour écouter Martin Fourcade et les Bleus autour de Vincent Vitoz, l'entraîneur de cette équipe avant le protocole. Il a un grand passant, il tire à 0-0 et assez rapidement. C'est bon, on est en train de décrypter les tirs déjà et Vincent Vitoz qui pensait qu'il y avait une erreur de moins côté norvégien, je pense, c'est le tir de Johannes Beu. Les supporters français qui font beaucoup de bruit, présents en nombre à Östersund. On aura Vincent Vitoz avec Alexis tout à l'heure. Vous découvrez le classement de cette Coupe du Monde avec la Norvège qui est devant la France. 6 points d'avance pour la Norvège face à l'équipe de France. Alexis, ça veut dire que le feuilleton de la saison, ce sera le duel entre la France et la Norvège, que ce soit sur les courses individuelles ou les relais? Oui, sur les courses là de ce début de saison, enfin en tout cas ici à Östersund. Après, il faudra voir sur les autres sites avec des altitudes différentes, des neiges différentes. Il y aura peut-être d'autres équipes qui vont venir se mêler à la bataille. Mais pour l'instant, oui, on voit qu'il y a deux équipes qui sont clairement plus fortes que les autres. C'est l'équipe de France et l'équipe de Norvège avec des groupes très compacts. Chez l'équipe de France, on a 5 ou 6 hommes qui sont très en forme. Pour les Norvégiens, c'est pareil. Ils sont 4 ou 5 à être bien là. Donc on aura à la fois ces duels pour le classement général, peut-être entre Martin et Johannes et peut-être d'autres. On aura sur les courses individuelles ce duel France-Norvège. Et puis sur les relais, ce sera la même chose. Ce sera vraiment l'équipe à essayer de faire tomber du trône. C'est vrai qu'ils sont très réguliers. Ils arrivent toujours, malgré le fait qu'ils aient des changements dans leur effectif, ils arrivent toujours à garder une équipe très compétitive. Et ils ont quand même l'entrée aujourd'hui remarquable de Johannes Dalle dans ce relais. Vous l'avez aperçu, le classement des nations après 5 courses pour cette nouvelle saison. La Norvège qui compte 141 points d'avance sur l'équipe de France. On va revoir pour vous dire à quel point ce duel va être passionnant tout au long de la saison. Cette image qu'on va vous montrer, vous ne l'aviez pas vue tout à l'heure, c'est Tarjei Bø, le frère de Johannes, au moment où Johannes va effectuer son dernier tir grâce à Tanguy Kerwas. Séquence inédite. Voyez à quel point ça va être tendu toute la saison. On est avec Tarjei Bø au moment du dernier tir. Ça montre la détermination de Tarjei Bø. Il a retrouvé son œil du tigre, Alban. Ouais, tout à fait. Il était même, au-delà de l'œil du tigre, il était très fort aujourd'hui sur les skis. Tarjei Bø, il m'a vraiment impressionné. De bout en bout, il a mené la course de main de maître. Alors on est avec l'équipe de France, on va profiter de l'ambiance toujours pour que le protocole se mette en place pour ce podium. Donc on vous le rappelle, la Norvège qui s'impose devant la France, 32 secondes. On va décrypter de manière très précise ce relais et on s'intéressera notamment à la fin de course. Martin qui était sorti à 7 secondes seulement de Johannes Bø et qui termine finalement à 32 secondes. Vous nous expliquerez pourquoi cet écart et on attend Martin Fourcade et Vincent Vitoz au micro de Tanguy et d'Alexis. On va accompagner les Bleus jusqu'au podium. Alexis, la sensation aujourd'hui, c'est que l'équipe de France, deuxième derrière la Norvège, malgré tout extrêmement performante, sauf le premier tir de Quentin, et c'est à signaler. Oui, c'est à signaler ce premier tir de Quentin, mais ça s'explique par des conditions de vent particulières. Il aurait fait grand beau, pas de vent, ça aurait été différent. Donc ça ne veut pas dire que Quentin ne sait pas tirer, même si on le constate parmi les top athlètes de cette équipe de France. C'est lui qui tire pour l'instant le moins bien sur ce début de saison. Donc Quentin a encore quelques réglages à faire. Il n'a pas eu de chance sur le fait que ce pas de tir soit toujours vanté au moment où il y est arrivé. Donc il n'a jamais pu vraiment poser les bases.
On va recommencer une nouvelle semaine ailleurs, sur un site qui est différent, à Orphilsen. Normalement, les conditions de vent sont un petit peu plus abordables pour les athlètes. Donc là, il pourra certainement élever son niveau de tir. Quentin s'est fait peur, par contre. Il a très bien réagi sur le tir debout et ça on peut le féliciter parce que quand on se loupe comme ça sur un coucher, c'est pas toujours facile de se reprendre aussi vite et c'est grâce à ça qu'ils vont chercher cette deuxième place au contact des Norvégiens. Le podium qu'on va vivre avec Anne-Sophie, le temps de vous dire que demain ce sera un très très grand dimanche de sport d'hiver avec un nouveau rendez-vous à partir de 10h45, la station L'équipe pour vivre les Coupes du Monde de ski freestyle, de snow freestyle, le bobsleigh, le skeleton, bref, tous les sports d'hiver seront à l'honneur dans ce nouveau rendez-vous et ça nous emmènera jusqu'au relais femmes à partir de 14h45. Anne-Sophie, on va savourer ce podium et ce protocole avec vous. Et le protocole qui est présenté justement avec Ole Dahlin, le président de l'IBU, la Fédération internationale de biathlon. Il est suédois, le président, et il fait donc le déplacement ici à Östersund. Très belle troisième place pour cette équipe d'Italie. On en a parlé tout au long de cette course, mais c'est un vrai travail d'équipe auquel on a assisté, avec Lukas Sofer pour débuter, Dominique Windisch pour terminer, et puis au milieu donc Thomas Bormolini et Daniele Capellari qui disputait son deuxième relais seulement après celui d'Oslo il y a 2 saisons où cette équipe d'Italie avait terminé 11e. Ce n'est pas la première fois qu'ils sont sur ce podium toutefois, puisqu'il y a 2 saisons également, ils avaient pris la médaille d'argent, c'était à Oberhof, sur la Coupe du Monde. Et c'était une composition différente, on l'a dit également, Giuseppe Montello est blessé dans cette équipe d'Italie. Eh bien, elle montre que le réservoir s'étoffe. Le sourire de cette équipe de France devant quelques supporters, en effet, que vous avez vu à l'image. Un beau contingent de supporters français a fait le déplacement ici à Östersund et n'a donc pas été déçu parce qu'après le quadruplé sur l'individuel, après le double podium de Justine Brezaz et Julia Simon sur l'individuel féminine, et bien un nouveau podium pour cette équipe de France avec la 2e place pour Émilien Jacquelin, Quentin Fillon-Maillet, Simon Détieux et Martin Fourcade. Ils avaient déjà été alignés tous les 4. C'était à Ruhpolding la dernière fois, évidemment. C'était à Ruhpolding en janvier dernier. Ce n'était pas tout à fait le même ordre. Mais ils étaient déjà là tous les 4 et ils étaient déjà allés chercher un podium, la 3e place. Et bien ils font mieux aujourd'hui en terminant 2e. Derrière les Norvégiens qui vont être applaudis dans quelques secondes. Après la déconvenue de l'individuel, ils sont à nouveau les meilleurs et ils font honneur à leur statut, à leur titre de champion du monde en titre de ce relais. Je le disais à la fin de la course, c'était une composition assez différente. Il n'y avait que, entre guillemets, Tarjei Bø et Johannes Bø, les hommes clés de ce relais. Aujourd'hui, une nouvelle fois s'imposent. Il y aura 6 relais cette saison. Et on compte donc déjà 1 point pour cette équipe de Norvège avec Johannes Dahle, Erlend Bjørntegard, Tarjei et Johannes Bø. Aujourd'hui, ils étaient trop forts et ils remportent le tout premier relais de la saison.
Ça, c'est une vraie cérémonie des fleurs. Il y a des fleurs partout pour ce podium. La Norvège qui remporte pour la 4e fois consécutive le relais. Mais l'équipe de France qui confirme son excellent début de saison. Oubliez le relais lors des derniers mondiaux, ici même à Östersund, avec une petite 6e place pour l'équipe de France. Les filles sont en train d'observer ce podium. Le relais pour elles, ce sera demain. Lisa Vitozzi, me signale-t-on, est en train de filmer le podium. Dorothea Virer qui profite de la 3e place de l'Italie. Et qui savoure ces moments. C'est vrai, Alexis, tiens, votre témoignage, on parle souvent de cet esprit qu'est le biathlon. On se souvient des images des filles qui étaient venues féliciter les garçons mercredi, des garçons qui étaient là jeudi pour féliciter les filles également après l'individuel. Et aujourd'hui, c'est le cas également sur les relais. Il y a vraiment un esprit particulier, c'est bien de le témoigner encore une fois. Bah oui, c'est des familles qui vivent tout au long de l'année ensemble. On le répète souvent, ils sont plus de 200 jours par an ensemble dans les équipes. Et puis il faut saluer les résultats exceptionnels. Et l'autre jour, pour les Français, c'était exceptionnel d'en avoir 4 aux 4 premières places. Et aujourd'hui, d'avoir les Italiens avec cette composition d'équipe sur le podium, c'est aussi exceptionnel. Ça, les filles le savent, donc c'est pour ça qu'elles viennent les féliciter. Fourcade, Vincent Vitoz à votre micro d'ici quelques instants pour la suite de ce débrief. Et on va justement rentrer dans ce duel entre Martin Fourcade et Johannes Bö qui a pimenté ce relais. Alban, on va, grâce à votre présence et votre expertise du ski, comparer la forme et le ski de Martin Fourcade avec celui de Johannes Bö. On arrive au dernier tir. Regardez bien ces images et on va ensuite essayer de mieux comprendre. D'abord, on est sur le tir. Johannes qui arrive en premier. Sa gestion de la course, Johannes, il arrive, il est en forme, il n'est pas essoufflé, tout va bien pour lui? Ouais, il est vraiment dans. Johannes, il est vraiment dans son dernier tir. On a vu que la première cible était piégeuse. Martin le voit à ce moment-là qu'il fait une faute. Et il se reprend assez vite, Johannes. Donc là, c'est la porte ouverte à Martin, mais il n'y a pas une grande place. On voit qu'il a déjà tiré ses 5 balles. La pioche va se faire assez vite et il est vraiment à l'attaque. Et Martin l'est encore plus puisqu'il va faire le sans faute. Ce qui va lui permettre de ressortir vraiment dans les skis du Johannes, quoi. Alors justement, Alban, essayons de comprendre grâce à vous. Il est tout près, Martin, à la sortie de ce dernier tir. Il est à 7 secondes seulement. On se dit qu'il va y aller, Martin, jouer le duel. Et pourtant, ça ne se passe pas comme ça. Comment expliquer ça ? On l'a vu dans les tours précédents, Johannes était vraiment solide. On va dire qu'il faisait jeu égal sur les skis, mais on voyait que Martin n'arrivait pas à revenir. Dans l'attitude aussi, Alexis l'a dit, et je l'ai remarqué également, Johannes avait vraiment l'œil rageur du revanchard. Et je l'ai trouvé très fort sur les skis à ce moment-là. Et je pense que dans le dernier tour, avec ces 7 secondes, Martin essayait de partir, essayer de reprendre les skis, mais c'était trop tard et je pense qu'il savait que Johannes était plus fort que lui. Et après, sur la suite, je pense que Martin a vraiment laissé couler. On le voit, hein, il arrive quasiment bouche fermée, il a laissé filer les secondes parce que c'était pas possible de revenir sur Johannes aujourd'hui qui était vraiment plus fort que lui sur les skis. Alors, plus fort jusqu'à quel point? Parce qu'on essaye de comparer les états de forme, Alban. Sur l'individuel, il était en perdition, Johannes. On guettait sa forme aujourd'hui. Ça veut dire qu'il met les points sur les i au niveau du ski. Johannes est toujours devant Martin de manière incontestable ou pas? Je ne pense pas de manière incontestable aujourd'hui. En effet, sur un format un peu plus court où la fougue et la jeunesse de Johannes fait un petit peu la différence par rapport à l'expérience de Martin. Ici, on le voit, Martin, il ne s'est pas trop employé, à mon avis. Je dirais qu'il faut attendre de voir. La saison ne fait que démarrer et je pense que Martin est largement aussi fort que Johannes sur les skis. Il va témoigner au micro de Tanguy. Martin Fourcade pour sa première réaction après la 2e place de l'équipe de France. Martin était en train d'analyser la sortie du dernier tir et ces 7 secondes qui se transforment à l'inter suivant en 20 secondes. Vous avez vite senti que c'était pas possible face à Johannes? Ouais, j'y suis même dès le début pas allé. J'avais aujourd'hui pas des bonnes sensations, donc c'est vrai que les inters, on peut regarder ceux des 2 premiers tours parce que c'est là où il creuse l'écart et où il reprend du temps alors que je tire un peu mieux. Mais c'est vrai que sur le dernier tour c'est anecdotique parce que moi j'y suis pas allé. Je sentais que j'avais aujourd'hui pas les capacités de lui reprendre du temps. Voilà, en sortant la bagarre, c'est autre chose, mais voilà, j'avais pas la possibilité aujourd'hui de reprendre du temps. Ça arrive. Comment ça s'explique? C'est un jour moins bien, rien d'inquiétant? Ouais, je pense que c'est un ensemble. C'est peut-être le matériel qui fonctionnait un peu moins bien pour moi aujourd'hui, le physique qui était pas au mieux, que j'ai senti dès l'échauffement. Donc
c'est pas simple de rester mobilisé. On a eu un programme un peu particulier cette semaine avec une course, 2 jours de repos, une course, 2 jours de repos, et on peut à la fois pas relâcher ni rester 100% vigilant. Donc voilà, aujourd'hui, moi c'est vrai que ça a été une course un peu plus compliquée pour moi. Je suis content d'avoir fait le taf au niveau du tir et de conserver cette belle deuxième place qu'avaient construite mes coéquipiers. Si on fait le bilan personnel de ces 10 jours à Östersund, pour vous, ils sont, j'imagine, très positifs. Vous auriez signé dès demain pour ce bilan? Alors bien sûr, ouais, je suis forcément un peu déçu de la course d'aujourd'hui d'un point de vue personnel. Ensuite, forcément, le bilan de ces 4 courses, il est très bon, avec 3 super courses sur les skis et une journée un peu moins bien aujourd'hui, avec des belles choses au niveau du tir, et avec le dossard jaune à la sortie de cette première étape de Coupe du Monde. C'est bien sûr une très belle réussite pour moi, et maintenant il faut se reconcentrer, souffler un bon coup demain et lundi, et se remettre au travail mardi pour rattaquer vendredi prochain en Autriche avec des conditions différentes et avec une dynamique qui sera aussi bouleversée. C'est le cas à chaque fois qu'on change de site de Coupe du Monde, et ça sera encore le cas la semaine prochaine. Ce sera quoi la clé sur ces prochains jours? Récupérer de la fraîcheur, ou alors travailler pour essayer d'accélérer, d'aller encore plus vite sur les skis? Non, je crois que le travail il a été fait cet automne, il a été bien fait, et maintenant le but c'est de récupérer et de se préparer pour être véloce et en bonne condition pour les courses, mais c'est certainement pas d'avoir envie de progresser ou d'avoir envie de travailler. À mon sens, ça serait une erreur de me connaissant en tout cas. On voit sur cette course aujourd'hui que Johannes est de nouveau là, que c'était vraiment un jour sans sur l'individuel pour lui. Ça va être un gros duel, même s'il n'y a pas que vous deux, mais on se dirige quand même vers plusieurs hommes en forme toute la saison. Ouais, je ne suis pas trop inquiet, je vous l'avais dit. Ensuite, je pense qu'il reste moins dominateur que l'an dernier. Aujourd'hui, il fait une super course. Je pense qu'il correspond bien à ses qualités sur un relais qui est très rapide. Et forcément, ça va être un des hommes en forme de l'hiver. Il faudra arriver à le challenger. Je pense que j'ai en tout cas des armes au niveau du tir aussi pour pouvoir le perturber. Ensuite, il y a bien sûr d'autres athlètes. Je crois que son frère apprécie aussi beaucoup Orfilsen. C'est un site qui lui plaît la semaine prochaine. C'est mon cas aussi. Donc, en espérant que ça nous permette de grappiller quelques secondes par rapport à la course d'aujourd'hui. Mais on voit entre l'individuel il y a 2 jours et le relais aujourd'hui que les cartes sont sur chaque course redistribuées. C'est le haut niveau, et c'est vrai qu'un jour sans à ce niveau-là, ça pardonne pas. Donc il faudra aussi compter là-dessus pour la suite de l'hiver. Merci Martin. Très intéressante cette interview de Martin Fourcade au micro de Tanguy. On en ressort plus rassuré encore, Alban, parce que même avec un jour un peu moins bon pour Martin, il était à la lutte aujourd'hui avec cette position de 4e relayeur. Oui, c'est certain. De toute façon, Martin, moi ce que je retiens surtout de cette interview, c'est l'exigence, le niveau d'exigence personnelle que Martin se met tout le temps après une course qui est... On peut pas dire qu'elle soit ratée, cette course. Il a maintenu sa place, il tire parfaitement, et pourtant, quand bien même, il n'était pas très content parce qu'il était un petit peu en dessous sur les skis. C'est ce qui fait que cet homme est un grand champion. Un grand champion qui est de retour, c'est définitif cette fois-ci, Martin Fourcade. Après cette première réaction, j'aperçois l'entraîneur de cette équipe de France, Vincent Vitoz, qui est avec Tanguy. Vincent, on avait annoncé un duel France-Norvège, on y a vraiment eu droit, mais la France est restée dans la position du chasseur pendant les 2 tiers de la course, et finalement on n'a jamais réussi à les rattraper. Ouais, on a un petit peu pêché, hein. C'est le coucher de Quentin. C'est vrai que de faire un tour de pénalité, ça nous coûte forcément. Derrière, on court après, et il y avait une telle équipe de Norvège, on sait que c'est d'excellents compétiteurs, et on n'a pas le droit à l'erreur face à eux. On a vu sur l'individuel que les Français étaient très forts physiquement. On a vu aussi aujourd'hui que la Norvège était largement à la hauteur. Ah oui, mais c'est sûr, de toute manière, on l'avait vu sur le sprint la semaine dernière, la Norvège était présente. Je pense que sur l'individuel, il y a eu peut-être une petite erreur de matériel de leur côté. Les gars sont là physiquement, ils ont bien tiré, on voit qu'on est à leur niveau, et après ça joue vraiment sur du tout petit détail. Martin disait, on bascule sur Orfilsen, un site qui est très différent, des conditions de neige qui seront très différentes. Quelle va être la clé d'ici Orfilsen pour arriver prêt et pouvoir jouer de nouveau les premiers rôles?
voilà, on est vraiment dans le challenge de la saison et de sa globalité. Il faut tenir le rythme, hein, et on a aussi un objectif en 3e semaine à la maison qui est important. Donc là, il va falloir, on a quelques jours pour récupérer, travailler un tout petit peu. Et bien sûr que là, on va préparer du mieux possible ce sprint de vendredi prochain. C'est quoi le programme pour l'équipe de France? Vous repassez par la France ou pour expliquer un peu aux gens, ou on prend un avion, on va direct, on voit pas la famille, comment ça se passe? Non, il y a un charter qui est organisé lundi par l'IBU et on voyage lundi sur Orfilsen. Demain, il y a encore une compétition pour le staff et les athlètes, pour les filles. Donc lundi, voyage pour tout le monde sur l'Autriche. Et puis après, on a 3 jours pour se remettre en route, prendre des marques sur le site d'Orfilsen. Merci Vincent. L'équipe de France, c'est vrai qu'on ne mesure pas parfois ou difficilement la vie de biathlète. C'est extrêmement exigeant quand la saison démarre. Impossible de souffler. Et vous voyez le calendrier qui attend les biathlètes à Orfilsen, la 2e étape de cette Coupe du Monde. La 3e étape, ce sera évidemment le Grand Bornand, dispositif spécial pour vous faire vivre cette étape en France. Alexis est de retour. Alexis, on a entendu tout à l'heure les propos de Martin Fourcade. Honnêtement, on a l'impression que c'est encore plus rassurant que sa victoire sur l'individuel à Martin. Il était un petit peu en difficulté aujourd'hui selon ses mots et pourtant il est compétitif. Oui, il est quand même dans le coup, heureusement, parce que sinon on s'inquiéterait. Mais bien sûr qu'aujourd'hui, lui, il est vraiment dans les sensations, Martin. Et l'important, c'est qu'il se sente bien. C'est pour ça qu'il était très content de sa 5e place sur le sprint. C'est que même s'il était 5e, il s'était senti super bien à ski. Là, c'est différent sur cette course. Après un bel individuel, c'est la première course, il se sent un peu moins bien. Donc voilà, ça le frustre et il n'arrive pas à être satisfait du résultat. Alban a très bien expliqué son dernier tour de Martin. Il voit Johannes partir quelques secondes devant. Certes, on aurait pu se dire Martin peut faire l'effort pour revenir, mais il faut pas rêver. Sur le sprint, par exemple, ils sont à 1,5 seconde en temps de ski d'écart, Martin et Johannes. Donc ils skient à la même vitesse tous les deux. Même s'il y en a un qui accélère, l'autre va réaccélérer aussi. Donc en fait, finalement, on se court après, mais on se rattrape jamais. Martin l'a senti sur le début de course. Il était moins bien, il n'était pas dans un grand jour à ski, donc il a temporisé, il a fait le boulot, il a essayé d'être malin sur le pas de tir pour pas commettre trop d'erreurs, comme il l'a dit. Et puis derrière, voilà, sur la piste, Johannes n'a pas commis de faute sur le pas de tir et c'était pas possible de revenir. C'est pour lui quelque chose qui l'a marqué au niveau de ses sensations. Donc maintenant, il va falloir tout de suite qu'il se rassure à Orfilsen pour pouvoir essayer vraiment de rester devant Johannes au classement général. Vendredi prochain et demain, n'oubliez pas le relais femmes évidemment, et puis nouveau rendez-vous la station L'équipe à partir de 10h45 pour vivre tous les sports d'hiver pour cette saison qui vient de redémarrer pour la Coupe du Monde. Alban, on va profiter de votre présence pour comparer le ski de Martin et de Johannes. Les stats, c'est une chose, la sensation, c'en est une autre. On va vous montrer en même temps les images de Martin et de Johannes qui skient et vous nous dites ce que vous retenez de cette journée aujourd'hui sur ce relais à Östersund. Allez, on va effectuer cette comparaison. Alban, avec Johannes et Martin. Tout à l'heure en direct, vous me disiez que Martin était aérien. Alors malgré des sensations qui visiblement étaient un petit peu moins bonnes, vous l'avez quand même trouvé plutôt aérien dans sa manière de skier. On va le comparer avec le ski de Johannes. Voilà, alors, à gauche, Martin, à droite, Johannes. Qu'est-ce qu'on en tire sur ces images, Alban? Alors là, c'est un peu difficile parce que Johannes est sur une partie descendante et en pas tournant. Ce qu'on peut voir, c'est que Martin, il allait chercher intelligemment tous les côtés, les bords de piste, là où le fond était un peu plus dur, la neige un peu moins brassée. Donc il a skié intelligemment. Là, on voit qu'il ne fait pas une grosse relance, Martin. Donc quand on regarde ça et qu'on sait après coup qu'il n'était pas dans un grand jour, on peut s'en douter. Mais si on regarde ici, on voit que, mine de rien, il est assez léger, il a son petit pas sauté. Il arrive à être, je le trouve en effet assez aérien. Voilà, c'était pas un grand jour, mais c'était pas non plus un mauvais jour. C'était pas un Martin comme on a pu le voir à d'autres moments, vraiment éprouvé. Et puis Johannes, par contre, on l'a vu vraiment à l'attaque et il a skié vraiment tous les virages, tous les pas tournants, etc. Sur une piste comme ça, ça fait vite la différence et les secondes filent assez vite aussi. Et bravo Alexis, parce que dans l'avant-course, on vous demandait des nouvelles de Johannes pour comprendre sa déroute lors de l'individuel et vous aviez plutôt accrédité la thèse d'un accident pour lui.
tout à l'heure et la confirmation aujourd'hui. Johannes était de retour en très grande forme. Restez bien avec nous, le débrief se poursuit. On revivra, si vous n'étiez pas avec nous lors de cette course, le meilleur de ce relais et on va analyser le tir de Martin. Il était exceptionnel aujourd'hui. Du très grand Martin Fourcade au tir. Restez bien avec nous, des images inédites à suivre pour le débrief. Encore une belle journée pour le biathlon français. Le relais masculin, deuxième à Östersund derrière la Norvège et les frères Bø. Intouchables aujourd'hui. Demain, le relais femmes à partir de 14h45, juste après la station L'équipe 10h45. Votre nouveau rendez-vous pour vivre plus intensément encore les sports d'hiver sur notre chaîne. On est toujours avec Alban Gobert, membre du comité d'organisation du Grand Bornand. C'est la troisième étape de cette Coupe du Monde. Vincent Vitoz en a parlé tout à l'heure. On va continuer à débriefer ce relais homme. On revivra le tir de Martin Fourcade au plus près de notre biathlète. Et puis Alexis nous attend avec Anne-Sophie pour nous donner également la composition du relais femmes demain. Anne-Sophie qui a la compo du relais, elle va nous la donner dans quelques instants. Le temps d'écouter Johannes Bø, le vainqueur, avec la traduction d'Anne-Sophie. Congratulations. After the individual, you said the team is ready to bounce back, and you did. Yes, félicitations, vous vouliez vraiment revenir après l'individuel. Oui, on s'est posé des questions sur ce qu'on avait fait de mal, de mauvais pendant l'individuel. On voulait montrer un meilleur visage sur le relais. On s'attendait à une bataille avec l'équipe de France et ce qu'on a vu jusqu'au bout, c'était très serré. Et on a pris ce qu'on était venu chercher ici, la victoire. C'est vraiment la meilleure manière de finir cette semaine ici à Östersund. La revanche de Johannes Bø et de la Norvège après l'individuel très compliqué. Il avait terminé 10e, complètement largué, on le rappelle. Et aujourd'hui, il a montré qu'il était un grand champion en étant incontournable sur le dernier relais. Alexis est toujours en place. Alexis, on va profiter des minutes qui nous restent pour débriefer le tir de Martin Fourcade. Vous intervenez quand vous le souhaitez. Et on va d'abord tendre l'oreille et revivre le tir. Le premier tir de Martin, puis le deuxième dans les conditions du direct avec uniquement l'ambiance autour de Martin Fourcade lorsqu'il se présente sur le pas de tir. Et on commence avec le premier tir. Le premier tir est impeccable pour Martin Fourcade. On y retourne pour le deuxième tir, le debout cette fois-ci. Et Martin, qui sait que s'il réussit un tir parfait, il peut revenir sur Johannes. Martin, Lucky Luke, Fourcade était de retour sur ce tir parfait, Alban, avant de retrouver Alexis. C'est du très 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 haut niveau. Ouais, c'est du très haut niveau, il se laisse pas déconcentrer. Malheureusement, il arrive un petit peu tard par rapport à Johannes, parce que Johannes, on l'a vu, lorsqu'il loupe sa troisième balle, il reprend vraiment du temps avant de se remettre dans son tir. Et Martin n'est pas déconcentré du tout et vraiment un tir rythmé, engagé. Et bon, voilà, c'est dommage qu'il en manquait un petit peu quelques secondes pour le mano à mano final. Alexis, vous avez en mémoire ces deux tirs de Martin. C'était très agréable à vivre parce qu'on a vraiment eu la sensation de retrouver le grand Martin Fourcade sur le pas de tir. Vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, après Martin l'a senti dès le premier tour, il l'a dit tout à l'heure, que dès le premier tour il se sentait moins bien en ski, donc il savait que sur le pas de tir il devait être nickel pour rester au contact de Johannes. Après sur un coucher, voilà, pas de difficulté spécifique au niveau mental, c'est plus pour le vent, on pouvait avoir des craintes avec cette cible numéro 1 qui est parfois particulière. Johannes a réussi à bien maîtriser tout ça, il fait un tir assez propre, même si Martin fait un tir parfait derrière, il reprend du temps, sauf que Martin malheureusement au moment où il remet sa carabine sur le dos, il a coincé ses lunettes, en fait ses lunettes étaient là, en remettant sa carabine il les a fait tomber derrière, elles se sont coincées sur son système de portage, entre son système de portage et son dos, donc il pouvait pas skier, il a été obligé de les décoincer, ça a pris un peu de temps, et il repère 3-4 secondes qui donnent du coup de l'air à Johannes, et ces 3-4 secondes, si Martin il était arrivé avec ces 3-4 secondes de moins sur le tir debout, ça aurait peut-être pu déstabiliser encore un peu plus le Norvégien. Là, le Norvégien, lui, dans le deuxième tour, a réussi à réaccélérer, à se reprendre une petite marge. Il savait qu'en gros, il avait 14-15 secondes, ce qui équivaut à une balle de pioche, le temps de récupérer la balle, même si on s'est loupé, récupérer la balle sur la carabine, la mettre dans le canon. Donc Johannes, lui, il a pu assurer de ce côté-là. Et puis Martin, comme vient de le dire Alban, arrive avec un tout petit peu trop de retard, malgré un excellent tir. Ça y est, Johannes est parti. Et sur la piste, Johannes étant légèrement plus fort que Martin aujourd'hui, Martin ne pouvait plus rien faire. Et c'est vrai, cette image insolite, Alban, on va la revoir, les lunettes qui sont un petit peu coincées pour Martin, c'est rarissime. En tout cas, de mémoire, c'est la première fois qu'on voit Martin en difficulté à cause de ses lunettes de cette manière. Qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là ? Là, c'est pas trop pénalisant. Il a encore pas remis ses bâtons, donc il perd quelques secondes pour remettre ses bâtons. On l'a vu juste avant la sortie du tapis. Il tape aussi un petit peu dans ses bâtons. Je sais pas si c'est un manque de lucidité ou un peu de fatigue en plus accrue. Et ça arrive, il arrive que le système de portage vienne accrocher les lunettes. C'est assez rare, mais sur une journée un petit peu moins lucide, un peu moins en forme, c'est des petites erreurs qui peuvent coûter des secondes précieuses, comme l'a dit Alexis, quoi. On va la revoir cette image une dernière fois, l'image insolite, Marta Fourcade en difficulté un peu avec ses lunettes. Alexis, c'est des gestes qu'on répète des milliers et des milliers de fois et puis parfois ça coince au niveau des lunettes. Oui, parce qu'on fait tout très vite, il fait froid, il y a du vent, on fait déjà attention à plein de choses. Et puis c'est des gestes qu'on répète tout le temps mais qu'on fait pas non plus au millimètre près exactement de la même façon. Et là, j'ai pas très bien vu, c'était pendant le direct, il y a plein d'autres choses à regarder en même temps, mais bon, il a dû avec le système de portage venir effleurer les lunettes. Elles sont très légères, donc elles sont venues se placer au mauvais endroit et elles seraient tombées n'importe où ailleurs. À la limite, c'était pas gênant, mais là le problème c'est qu'elles sont venues se coincer entre son dos et le système de portage. Donc vous avez un bout de plastique un peu coupant qui vous appuie sur le haut de la colonne vertébrale. Voilà, ça vous empêche de skier. Donc Martin a dû se dépatouiller. Alors oui, c'est peut-être en termes de temps pur, c'est pas beaucoup de secondes de perdu, c'est 1, 2 secondes, 3 peut-être. Mais par contre, ça laisse quand même le temps à Johannes de reprendre de la vitesse, d'accroître un peu l'écart. Et puis Martin, quand il repart, finalement, le Norvégien lui paraît plus loin que prévu. S'il était reparti tout de suite dans la foulée avec la vitesse et tout, il serait dit, ah ça y est, Johannes il est pas loin devant, c'est bon, il est vraiment en point de mire. Et là, les 3-4 secondes, ça permet à Johannes de basculer un peu plus vite dans un virage, de disparaître du champ de vision de Martin plus tôt. Et c'est des tout petits détails, quand on est quasiment au même niveau que son adversaire, qui font la différence. Dans quelques instants, Anne-Sophie, vous nous donnez la composition du relais féminin pour demain, 14h45 pour la prise d'antenne, juste après la station L'équipe. Avant cela, on va revoir ensemble le premier tir de Quentin Fillon-Maillet. C'est important parce que c'est un peu lui finalement qui décide de ce relais, de la fin de ce relais. Ce premier tir handicapant pour l'équipe de France, on va le revivre là aussi dans les conditions du direct et on analyse ensuite.
Alexis, c'est une image qui est difficile à revoir parce que c'est pas la première fois depuis le début de cette Coupe du Monde à Östersund que Quentin passe à côté de plus ou moins grave pour Quentin, mais qui passe à côté de son premier tir. Est-ce qu'il y a un début d'explication? C'est le hasard? C'est la malchance? Qu'est-ce que c'est pour Quentin? Ce premier tir qui ne passe pas. On le sait que depuis plusieurs saisons, c'est le tir qui est le plus difficile pour Quentin. Il a parfois des... Alors à un moment, c'était plusieurs grosses erreurs sur son premier tir. Alors ça a été bien corrigé par l'arrivée de Patrick Favre en tant qu'entraîneur qui a décelé une façon de s'installer qui était un petit peu mal faite par Quentin. En fait, il mettait des clics à sa carabine en s'installant sans s'en rendre compte. Donc bon, ça a déjà été évacué. Mais on voit qu'il reste quand même du déchet sur ses tirs couchés. Et clairement, quand on regarde les courses auxquelles il a participé sur ce pas de tir, il n'a pas été super sur ces tirs-là. Bon, je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a du vent, beaucoup sur ce pas de tir, donc même si on a progressé, même si on a travaillé des choses à l'entraînement, dès qu'il y a du vent, on est obligé de s'adapter, on est dans l'adaptation permanente et c'est pas ça qui aide à se rassurer. Donc Quentin a subi clairement sur ses tirs couchés, il se fait avoir aujourd'hui, il s'est fait avoir sur les courses précédentes, c'est une chose. Ça va être maintenant à lui de trouver la solution sur les courses à Orphielson. On attend vraiment qu'il progresse à ce niveau-là. Alors ça peut se jouer à des tout petits détails, est-ce que c'est un coup de mal mis, est-ce que c'est une tension pas assez forte dans la bretelle, l'élément qui viennent accrocher à leur brassard. Voilà, ça peut être plein de choses. Il faut par contre qu'il arrive à discuter avec ses entraîneurs pour corriger ce problème parce que ça va devenir problématique s'il veut jouer quelque chose au classement général. Alban, il faut vite casser cette spirale pour Quentin parce qu'après ça peut gagner la confiance et être problématique. Ouais, la semaine dernière, Marie Dorin l'a très bien expliqué, ces spirales, ces phénomènes de spirale, je pense que c'est encore plus important dans le biathlon que ça peut l'être dans d'autres sports ou même juste dans le ski de fond parce que la dimension du tir ajoute vraiment cette dimension psychologique qui est hyper importante et qui peut être très déstabilisante quand on tombe dans une mauvaise spirale et à l'inverse qui peut être très bénéfique quand on est dans une super spirale. C'est tout la beauté et je dirais et la cruauté du biathlon à la fois, cette dimension de tir qui doit être vraiment, oui je pense, corrigée rapidement. Après, comme l'a dit Alexis, on le voit quand même, Philippe Horn qui était à la cible numéro 1 avec ce vent, ces deux premières cibles qui sont un peu traîtres, ce vent qui revient contre la palissade. On peut aussi penser, puisque Quentin le disait dans son interview tout à l'heure, il disait je l'explique pas trop, je sais pas trop ce qui s'est passé. Alors peut-être qu'il y a vraiment des petites défaillances, mais il y a aussi peut-être un peu de malchance sur ce tir-là, avec en effet, on a vu un Philippe Horn, voilà, des conditions difficiles. Et c'est vrai qu'on le dit souvent, c'est pas de tir qui est extrêmement piégeux du côté d'Östersund, ça ne pardonne pas. Alexis, c'est aussi ça l'une des explications avant d'avoir le relais féminin de demain. Alexis, pour conclure là-dessus, le pas de tir à Östersund, il faut aussi relativiser l'analyse sur les tirs qu'on a. Oui, on fera vraiment des analyses sur les tirs des athlètes la semaine prochaine si les conditions sont stables à Orphielson. Là, on a eu que des conditions, comme je viens de le dire, où l'adaptation est l'élément le plus important du tir. On se base pas forcément sur ce qu'on sait faire, on est obligé de réagir en fonction du vent. Il y a quand même quelque chose à noter pour la course de Quentin. Le vent n'était pas du tout pareil pendant ses réglages et pendant son tir couché. Donc bon, des fois, les athlètes comprennent assez bien le vent en se disant, mes réglages, il n'y avait pas de vent. Là, il m'envoie 4 clics en bas à droite. J'en fais 4 clics en haut à gauche. Quentin l'a peut-être pas très bien compris. Il a peut-être pas compris ce qu'il fallait faire par rapport à son vent de réglage. Donc, ça peut aussi venir de là. C'est pas forcément un problème technique. C'est peut-être un problème au niveau des nouveaux réglages qu'il a apportés à sa carabine. L'équipe de France qui signe un 4e podium en 5 courses sur les relais et c'est une très belle performance pour les hommes sur ce relais à Östersund. Demain, le relais féminin donc, on vous rappelle les rendez-vous à 10h45, la station L'équipe, votre nouveau rendez-vous pour vivre encore plus intensément les sports d'hiver sur notre chaîne et puis dans la foulée, 14h45, le relais femmes donc. Avant de découvrir la composition du relais avec Anne-Sophie, les filles peuvent également prolonger une semaine magnifique. L'individuel jeudi nous avait valu ces émotions-là qu'on revit en quelques instants avant de connaître la composition du relais. Je me pose énormément de questions quand j'arrive sur le tapis et j'en ai presque peur. Ouais. Mais je sais que l'action, c'est mon médoc. Je suis prête à en découdre, vraiment.
L'entrée en matière est plus laborieuse pour Justine Brezaz avec 2 erreurs. Ouais, malheureusement, elle n'aura pas trouvé la solution sur ce premier coucher. Et Justine Brezaz, à son tour, va prendre cette première place provisoire. Elle est devant Justine Brezaz, 1 Brezaz, 2 Simon. Oui, complètement, ouais, je suis très heureuse. Même avant de partir au départ, j'étais terrorisée. Aujourd'hui, après le premier coucher, ça a à peine changé les choses. J'avais vraiment envie de prendre du plaisir sur les skis, skier vers l'avant. J'avais des bonnes jambes, je le savais, dès les premiers inter. Tout le monde trouve l'individuel ennuyant, mais moi je commence à bien l'aimer. L'émotion de Justine Brezaz qu'elle peut partager aujourd'hui avec Julia Simon pour aller décrocher aujourd'hui une victoire sur cette individuelle, la 2e course individuelle de cette saison 2019-2020. Imaginez-vous à quel point cette équipe de France est prometteuse. Et comme hier, il y a du bleu partout. Justine Brezaz première, Julia Simon 3e. Le film de la victoire de Justine Brezaz et du podium, le premier de sa carrière pour Julia Simon. Ce sera demain à partir de 14h45. Anne-Sophie, dites-nous tout. Vous avez la composition du relais féminin demain. Elle est sous mes yeux, en effet, et la voici, Anaïs Bescon, Justine Brezaz, Chloé Chevalier et Julia Simon. Vous l'avez donc compris, il n'y a pas Célia Aymonier dans ce relais. Et attention, là aussi, il y a du très beau monde. Comme chez les garçons, on va cocher quasiment les mêmes équipes. Gros contingent norvégien. L'Allemagne aligne également ses meilleurs athlètes, tout comme la Suède, l'Italie ou encore la Russie. Ah, Alexis, une explication à ce relais. Anaïs Bescon, Justine Brezaz, Chloé Chevalier et Julia Simon donc. Pas de Célia Aymonier. Ça s'explique par son relais très compliqué pour lancer cette saison. C'était le relais mixte simple. Oui, bah voilà, hein, je pense qu'on peut l'expliquer comme ça. C'est sûr qu'elle s'est fait peur sur cette première course. Ça l'a vraiment déstabilisée. Derrière, ça a été dur pour elle. Il y a pas mal de choses à encaisser. Bien sûr, il y a le résultat, il y a la contre-performance, il y a la déception pour les copines. Il y a aussi maintenant les athlètes sont quand même bien exposés sur les réseaux sociaux. Le biathlon est très suivi sur la chaîne. Donc voilà, c'est quelque chose. Alors que Johannes est en train de passer en dessous en chantant. Voilà, c'est quelque chose qui met aussi la pression aux athlètes. Sur les réseaux sociaux, on peut le dire. Hein, les gens n'ont pas été tendres avec elle, donc elle a subi ça. Elle n'a pas envie de se remettre en danger une deuxième fois alors qu'elle a fait un beau sprint. Elle préfère se concentrer pour la suite de la saison. On la comprend bien et du coup c'est Chloé qui récupère logiquement cette place. Chloé qui, elle, est un peu moins rapide à ski que les autres françaises, mais par contre qui est très solide sur le pas de tir. Donc sur un relais, ça peut suffire. On l'a vu par exemple aujourd'hui avec l'Italie. Le 3e relayeur était plus faible à ski. Par contre, grâce à son tir, il est resté sur le podium. Alban, elle vous plaît cette composition d'équipe ? Écoutez, je l'espère, il y a des belles choses à faire. Oui, je pense que les filles ont une belle carte à jouer. Juste pour revenir sur Célia, je pense que c'est important ce que dit Alexis. C'est vrai que la confiance met beaucoup de temps à s'installer dans la tête des athlètes et elle peut être détruite en une fraction de seconde. Et en plus, la médiatisation, etc. Donc je pense que Célia, en tout cas, fait le bon choix de se préserver si elle le sent comme ça pour la suite de la saison et c'est bien pour elle parce que la saison est encore longue. On surveillait le niveau des filles à ski sur cette saison. Alban, vous les trouvez comment ? Le tir, c'était moyen au tout début, ça s'était mieux passé sur l'individuel. Au niveau du ski, vous les jugez comment ? Écoutez, j'ai vu rapidement, pour pas tout vous mentir, j'ai vu rapidement les courses. J'ai vu de belles attitudes sur les fils, bien sûr, pour les plus jeunes, pour Chloé, il y a encore du travail. Mais forcément, quand on arrive sur ce circuit de la Coupe du Monde, c'est une nouvelle marche à passer, c'est un temps d'adaptation. Le ski, le niveau sur les skis est très important. On l'a vu ces dernières années. Hein. Il a augmenté énormément. Voilà, une Justine Brezaz qu'on voit, elle est capable de jouer, rivaliser avec les meilleurs, comme une Célia. Et on espère qu'elles puissent s'exprimer du mieux possible, pleinement, et je sais qu'elles sont capables de très belles choses sur les skis aussi. Et l'individuel qui a totalement relancé cette équipe de France féminine, on l'espère ce jeudi. Le relais, ce sera donc demain à partir de 14h45.